donc accepté de faire un exposé sur ce thème assez vaste et assez large, et comme vous le verrez tout à l'heure, assez mal connu, moyennant quoi il était difficile et il aurait sans doute été fastidieux de vous faire l'histoire, disons, d'institutions, de méthodes pédagogiques, de manière continue, en ordre chronologique, du XVIIe au XXe siècle. Malgré une certaine continuité que j'ai mise en avant dans mon titre et dont je reparlerai, vous devinez bien que de la fin du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, tout de même beaucoup de choses ont changé. Donc cette histoire était assez difficile à raconter. J'ai donc choisi de privilégier, de manière à rentrer un peu plus dans le détail et ne pas rester trop général, et de manière aussi à vous montrer des choses peut-être un peu plus amusantes que des projets d'architecture, de décomposer ma conférence en deux parties. La seconde partie étant, si vous voulez, une sorte de zoom sur un morceau de la première. Ce n'est pas un autre sujet, hein. Le sujet reste le même, le titre n'a aucune raison de changer. Simplement, j'ai choisi de faire un zoom important sur le thème des envois de Rome, donc des travaux qu'envoyaient les architectes qu'on envoyait au XVIIIe siècle à Rome, d'abord au Palais Mancini, puis à partir du début du XIXe siècle à la Villa Médicis. Parce que ce thème donc est peut-être plus agréable à regarder, qu'il nous fait un petit peu voyager à travers l'Europe ou même le Moyen-Orient, et que c'est un élément important de la pédagogie de l'enseignement de l'architecture, puisque c'est le sommet. C'était le sommet de l'enseignement de l'architecture jusqu'en 1968, moment donc où le Grand Prix d'architecture décerné par l'Académie des Beaux-Arts n'a plus reçu l'aide de l'État, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts existe toujours, est toujours décerné par l'Académie d'architecture, donc qui est une des académies de l'Institut de France. Mais ce Grand Prix est extrêmement dévalorisé. Je peux d'autant plus le dire que je passerai sur ce... Moi, j'ai eu l'autre versant, si vous voulez, puisqu'on faisait allusion tout à l'heure à la Villa Médicis. Il y a une sorte de division qui s'est faite, donc je ne voudrais quand même pas trop médire du prix de l'Académie des Beaux-Arts, mais il a de fait été dévalorisé dans la mesure où il était déconnecté de l'institution d'État, c'est-à-dire qu'il ne donne plus droit au séjour à la Villa Médicis, qui est accordé par le ministère de la Culture par une autre procédure, par une procédure de bourse en quelque sorte. Hein. On présente un dossier sur un terme de recherche et on est retenu pour aller passer 2 ans donc à la Villa Médicis et porter ensuite le titre d'ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome, qui est le titre traditionnel depuis le XVIIIe siècle. Il ne donne, et ce titre, moyennant quoi, ne donne plus droit, ce titre de Grand Prix décerné par l'Académie des Beaux-Arts, ne donne plus droit à une carrière, en quelque sorte, d'architecte fonctionnaire qui est en voie d'extinction, qu'on appelait les architectes des bâtiments civils et palais nationaux. Les architectes qui remportaient autrefois, donc avant 1968, ce Grand Prix de Rome, non seulement avaient droit à un séjour à l'époque de 5 ans, au lieu de 2 ans maintenant, et ensuite, quand ils revenaient en France, avaient droit à une sorte de carrière officielle qui faisait qu'en début de carrière, ils étaient en général nommés comme auditeurs au Conseil des bâtiments civils, qui était une instance, disons, de contrôle de la production architecturale publique en France. Et peu à peu, ça a glissé de ce titre d'auditeur vers la prise en charge de bâtiments publics, donc de bâtiments civils et palais nationaux, du genre le Louvre, Versailles, le Palais Royal, le Fontainebleau, ainsi de suite, donc les grands palais nationaux. Donc avec ce titre d'architecte des bâtiments civils et palais nationaux, qui est en voie d'extinction et qui, n'importe comment, a été déconnecté
du prix de Rome après 1968. Alors, moyennant quoi ce grand prix de Rome est le couronnement de l'enseignement de l'architecture, puisqu'il s'agit, comme on va voir, d'un concours annuel. C'est-à-dire que pour toute la France, il y a un élève chaque année. Donc, vous voyez, c'est quand même une sélection extrêmement forte. Donc, une sélection, un étudiant, un élève est sélectionné chaque année par ce concours donc qui peut porter ce titre de Grand Prix de Rome, puis d'ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome. Donc c'est dans ce système pyramidal sélectif par des systèmes de concours, hein, puisque l'émulation se passe par des concours. Donc ce prix de Rome est vraiment un sommet. Et en échange de ce séjour à Rome et de ces avantages qui ont duré jusqu'en 1968, ces avantages dans la carrière professionnelle de l'architecte, les architectes devaient envoyer de Rome, donc d'où le nom envoi de Rome, ce qui est envoyé tout simplement par un mode de locomotion quelconque, ce qui est envoyé de Rome à Paris pour être exposé dans les locaux de l'Académie des Beaux-Arts, donc sur le quai, dans les bâtiments actuels de l'Institut. Alors, l'enseignement de l'architecture, donc qui va constituer la première partie de mon exposé, jusqu'au XVIIe siècle, se fait plus ou moins de maître à élève, selon le système des ateliers d'artistes ou des chantiers de maîtres maçons. C'est le système qui existe depuis le Moyen-Âge. Il y a eu bien sûr un enseignement mieux organisé dans l'Antiquité avec des professeurs d'architecture, un enseignement qui existait notamment à l'époque romaine. Mais disons que depuis le Moyen-Âge, on connaissait essentiellement cette formation qui est le même type de formation que pour des peintres, des sculpteurs ou des artisans d'art. C'est donc, on vient travailler, on est l'apprenti d'un maître et peu à peu, on progresse. Alors, ce système de l'apprentissage et de la liaison à un maître n'a jamais disparu, pratiquement, jusqu'en 1968. Hein, là, c'est quand même une continuité très forte et qui nous vient de très loin, jusqu'à la suppression en 1968, j'y reviendrai tout à l'heure, après 68, des ateliers, pour passer dans un autre système d'enseignement qu'on appelait unité pédagogique d'architecture, un mot pas très très beau, il faut dire, par rapport au mot atelier, qui a une résonance historique quand même un peu plus profonde. Jusqu'en 1968, donc, il y a eu ce système quand même d'enseignement d'architecture dans les ateliers, donc une liaison à un maître que traditionnellement on appelait le patron. Enfin, comme j'ai commencé mes études, on peut le deviner, avant 1968, j'ai eu donc un patron, donc une liaison avec une personne que l'on choisit et que l'on considère donc volontairement comme son maître, même si on n'est pas obligé de boire toutes ses paroles, c'est quand même quelqu'un que l'on reconnaît comme son maître et avec lequel on travaille pendant longtemps en général. Enfin, personnellement, moi j'ai travaillé pendant 7 ans ou 8 ans avec le même patron, parce que c'est pas un système d'enseignement comme on le conçoit aujourd'hui, qui se prononce d'une chaire, mais c'est un contact hebdomadaire, quelquefois journalier, avec quelqu'un avec qui l'on travaille et avec lequel on est dans une certaine communion. Ce qui a tué un peu le système actuel de l'enseignement de l'architecture, là aussi j'y reviendrai. Donc, la première phase dans cette évolution d'enseignement d'architecture, c'est qu'il devient institutionnel. En 1671, donc, Colbert et Louis XIV créent un certain nombre, enfin il y a un certain nombre d'académies qui sont créées, dont l'Académie d'architecture, qui n'est pas la plus ancienne, mais enfin qui date tout de même de 1671, l'Académie royale d'architecture, qui a une double fonction. Donc ses membres, qui sont une quarantaine à la fin de l'Ancien Régime, sont déclarés architectes du roi. Ce sont eux qui, en principe, ont le monopole pour les constructions royales, qui ne peuvent pas être données à d'autres architectes. Mais en contrepartie de ce privilège, ils n'ont pas le droit d'entreprendre, au sens de l'entreprise. Ils ne peuvent pas être entrepreneurs de maçonnerie, ils ne peuvent pas être promoteurs. Ils doivent se consacrer à leur art,
et avoir des rémunérations sur un travail et non sur la vente d'une marchandise ou d'un service en quelque sorte. C'est vraiment sur un travail intellectuel. Donc ce qu'on appellerait, c'est une première étape vers ce qu'on pourrait appeler la profession libérale. Alors le fait d'avoir une occupation d'entreprise, d'avoir un rôle d'entrepreneur, était plus ou moins compatible. Et je me souviens vous avoir dit dans le cours que j'ai dû faire, je crois en février, je vous ai parlé de Brongniart, l'architecte de la Bourse. Il a dû cesser de faire de la spéculation foncière et de faire l'agent immobilier pour pouvoir rentrer à l'Académie d'architecture, parce que pendant plusieurs années, les rapporteurs disaient « Monsieur Brongniart n'est pas très en ordre dans ses affaires avec l'entreprise, probablement qu'il entreprend », donc du mot entrepreneur, donc c'était un obstacle. Alors, c'est le cadre de cette Académie royale d'architecture qui va donc former une sorte d'école. C'est la première école, puisque chaque membre de l'Académie d'architecture a le droit d'avoir un élève. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas énormément de monde. A le droit de parrainer un élève, donc on l'appelle ça le parrain. Donc, il devient son patron, ou on disait plutôt son maître autrefois. Bon, aujourd'hui, enfin, jusque dans les années 60, on parlait de patron d'atelier. Donc, c'est une relation quand même le mot avait changé, mais c'était une relation de maître à élève. Alors, l'intérêt de cette institution, c'est que ce n'est plus, comme autrefois, un certain nombre d'architectes qui peuvent avoir un ou des apprentis, qui peuvent considérer comme leurs élèves, c'est qu'il y a une communauté d'élèves et qu'on peut faire des cours. Donc, c'est l'apparition de l'enseignement d'architecture, au sens moderne du terme, donc avec des cours qui vont être des cours de mathématiques, d'architecture, des ordres d'architecture souvent, de construction. Donc un certain nombre de cours qui sont donnés tantôt par le même professeur ou par plusieurs, ça dépend un peu des moments. Donc je vous donne quelques noms de professeurs qui ne sont pas forcément tous des célébrités. Le premier est François Blondel, qui est un architecte ingénieur, qui a fait la porte Saint-Denis, quand même, pour vous donner un exemple, à Paris. Le second, c'est Lahire, qui est plutôt un mathématicien. Vous voyez, l'architecture est quand même encore très, très reliée aux choses scientifiques, donc est encore très proche de l'art de l'ingénieur. Donc c'est un mathématicien, Lahire, qui est un des professeurs. Alors évidemment, chaque professeur, on devine, donnait plus ou moins la coloration de son cours en fonction de ses propres connaissances. Un de ses successeurs à la toute fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, est Antoine Desgodets, qui s'était rendu célèbre pour avoir publié un livre sur les monuments antiques de Rome, dessinés et mesurés très exactement, publié en 1682, qui a eu un succès d'édition absolument fou, qui a été publié en italien, en anglais, jusqu'au XIXe siècle, dans énormément de langues. Le dernier professeur, c'est Jacques-François Blondel, qui est surtout connu comme théoricien, même s'il a fait quelques projets, notamment les très beaux aménagements qui se trouvent autour de la cathédrale de Metz, autour de donc les bâtiments d'évêchés ou un certain nombre de bâtiments situés autour des deux places qui se trouvent devant et sur l'aile droite de Metz. C'est un très très beau projet de Jean-François Blondel, qui a laissé énormément de traces de son enseignement, puisqu'on a non seulement des ouvrages sur l'architecture française, qui étaient utiles à tout le monde, à tous les architectes, qui est une sorte de recueil de modèles. J'aurais pas le temps beaucoup de parler de ça, parce qu'il faudrait parler des heures et des heures, mais il y a forcément une liaison entre l'enseignement et la publication. Donc depuis très longtemps, depuis qu'il existe pratiquement un enseignement de l'architecture, il existe des publications de cours. Desgodets avait des manuscrits quasiment tout prêts qui n'ont pas été imprimés parce que vous savez qu'autrefois, au XVIIe siècle notamment, publier un livre est une entreprise très, très coûteuse, les planches surtout coûtent très cher. Alors quand les cours n'étaient pas imprimés, comment étaient-ils diffusés ? Tout simplement par des copies manuscrites que prenaient les élèves. Et par exemple, le cours d'architecture de Desgodets, il y en a 2 exemplaires à Paris,
Il y en a 2 à Londres que je suis allé voir récemment, qui ne sont pas de la même main. C'est pratiquement le même cours, mais ils ne sont pas de la même main. Donc probablement, ils ne sont pas signés, on ne sait pas de qui ils sont. Probablement 2 élèves différents. Donc ce cours a circulé sous forme de manuscrit, de ce qu'on appellerait un polycopié finalement, polycopié à la plume d'oie sur du papier chiffon. Alors donc, on a déjà les prémices d'un système de l'enseignement tel qu'il se perpétue encore finalement dans ces 2 grands principes. Donc d'un côté des cours, alors qu'ils n'ont évidemment pas la richesse et la multiplicité des cours que l'on a aujourd'hui, où sont enseignées 10 ou 20 matières. Donc il n'y en avait jamais que 2 ou 3, la composition architecturale, la construction. Le dessin s'apprenait sur le tas, il n'y avait pas de cours de dessin, c'est venu plus tard, les cours de perspective. Des cours d'histoire, parce qu'évidemment, l'histoire de l'architecture, jusqu'au début du XXe siècle, pratiquement, est complètement liée à la connaissance historique. Il n'y a pas d'architecture qui ne se réfère à des architectures historiques, que ce soit l'Antiquité, le Moyen-Âge. Vous savez que beaucoup d'immeubles construits à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle à Paris, sont néo-Louis XV, néo-Louis XVI. Donc au fur et à mesure qu'on avance vers le XXe siècle, le néo se rapproche et finit presque d'une certaine manière à rattraper l'époque, si vous voulez. Et effectivement, au début du XXe siècle, les 2 se rejoignent et on n'a plus besoin de se référer à un passé ancien dont c'était peu à peu éloigné, si vous voulez. Les grandes heures de la référence à l'Antiquité se situent à peu près jusqu'au milieu du XIXe siècle. Donc il n'y a pas d'enseignement de l'architecture sans enseignement d'histoire. Personnellement, pour moi, c'est un combat dans l'enseignement de l'architecture, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, j'enseigne l'histoire, il faut bien défendre, disons, son domaine de compétences. Mais je pense que l'enseignement de l'histoire est inhérent à l'enseignement de l'architecture depuis les origines. Et je pense qu'encore aujourd'hui, évidemment, le rapport que l'on a à l'histoire n'est plus un rapport de copie et d'imitation. On n'étudie plus l'histoire de l'architecture aujourd'hui pour copier des bâtiments antiques ou des bâtiments gothiques. Quoi qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, des architectes regarder attentivement Le Corbusier pour faire des bâtiments qui ressemblaient beaucoup à des bâtiments de Le Corbusier. Donc l'imitation n'a jamais totalement disparu. D'ailleurs, là aussi, l'imitation n'a pas vraiment à disparaître totalement. Il y a forcément une part d'innovation et une part d'imitation dans la création artistique. Alors, effectivement, aujourd'hui, la part de l'imitation a tendance à être plus restreinte, ou je dirais pas forcément qu'elle est plus restreinte, je dirais qu'elle est plus inconsciente et qu'on le fait sans le savoir, peut-être sans s'en rendre compte. Et je pense que la grande force des enseignements passés, c'est qu'on le faisait en le sachant, ce qui n'est peut-être plus toujours le cas aujourd'hui. Les choses étaient explicites, si vous voulez. Donc, cet enseignement de l'histoire de l'architecture a toujours été omniprésent, et donc je le précise encore aujourd'hui, ce n'est plus un rapport de copie qu'on doit avec les périodes passées, mais l'ensemble du passé, de la préhistoire à nos jours, est une sorte de recueil, d'encyclopédie, d'expériences architecturales, la manière de découvrir pour un architecte d'aujourd'hui comment des problèmes qui peuvent être relativement proches de ceux qui se posent aujourd'hui ont été résolus autrefois. C'est toujours une expérience intéressante de savoir comment le même problème chez les Grecs, les Romains, au XVIIIe, au XIXe siècle, comment ce problème a été résolu, et c'est quelquefois extrêmement instructif. C'est un exemple que je prends souvent, je ne crois pas vous en avoir parlé la dernière fois, mais par exemple pour une représentation, que ce soit un cours ou un spectacle, ou la forme du théâtre ou de l'amphithéâtre, inventée par les Grecs, vraiment, il n'y a vraiment rien de mieux. On n'a fait réellement rien de mieux depuis. Et quand les salles sont plates, comme l'est un petit peu celle-ci, on est obligé d'avoir une petite estrade pour avoir un rapport direct, visuel, entre les participants, si vous voulez, ce qui est quand même extrêmement important. Donc on avait compris ça pour le théâtre dès l'époque grecque. Donc c'est toujours une chose à méditer. Alors, que s'est-il passé avec cet enseignement de l'architecture, qui est donc une invention de l'Ancien Régime
il va être supprimé par l'Académie royale, va être supprimé par la Révolution. Mais comme on ne peut pas se passer d'enseignement de l'architecture, dès que l'Institut est recréé en 1795, va suivre très vite une école spéciale des arts ou école spéciale d'architecture. Elle a changé très souvent de nom. Enfin, c'est l'ancêtre, tout simplement, de l'école des beaux-arts, qui va repartir sur les principes qui étaient celui de l'enseignement de l'architecture, donc depuis la fin du XVIIe siècle. D'une part, des cours sur des matières jugées essentielles, et d'autre part, un enseignement en atelier, en quelque sorte, donc avec un maître, un parrain, un patron, qui vous enseigne à faire de l'architecture. Alors, il s'est avéré au fil du temps que chaque membre de l'Académie pouvait parrainer un élève, mais bien sûr, tous les professeurs, enfin tous les architectes et tous les académiciens n'ont pas la même veine pédagogique. Hein, c'est un phénomène qui est encore important aujourd'hui. Le meilleur architecte d'aujourd'hui n'est pas forcément le meilleur pédagogue. Et des architectes aux expériences relativement modestes, ayant même à la limite relativement peu construit, j'en connais un certain nombre de collègues, peuvent être des enseignants absolument hors pair, peuvent être des enseignants absolument de première qualité. Donc il y a le problème, il ne suffit pas de savoir des choses, d'ailleurs il ne suffit pas même de savoir faire des projets d'architecture pour enseigner, il faut savoir comment on fait son projet. Parce qu'il y a des gens qui travaillent de manière instinctive, ils sont bien incapables d'expliquer comment ils font. Hein, c'est assez fréquent chez les artistes de faire des choses plus ou moins réussies, mais ça peut être parfaitement réussi, sans que les gens sachent vraiment comment ils font. Cette catégorie d'artistes est un peu gênant s'ils deviennent enseignants. Parce qu'évidemment, un enseignant, c'est quand même un échange qui n'est pas simplement intuitif, sentimental, c'est quand même un échange de connaissances, de raisonnement, de méthode. Et donc, pour enseigner le projet d'architecture, il vaut mieux être capable d'expliquer comment on fait un projet d'architecture. Même si ces gens-là font des projets d'architecture peut-être moins brillants, et peut-être qu'ils ont une moins grande expérience constructive, s'ils n'enseignent pas la construction, évidemment, s'il s'agit que d'enseigner le projet. Donc, il y a tout ça pour vous dire qu'il y a quand même il peut y avoir une veine pédagogique, si vous voulez. Donc, un engagement d'une personne qui se dévoue d'une certaine manière pour enseigner aux autres. Bon, ce qui fait qu'au fil du temps, des gens se sont spécialisés dans l'enseignement d'architecture. Alors c'est le cas de Blondel, qui a même fondé d'ailleurs, dans les années 1770, une école particulière, parce qu'il n'était pas tout à fait content du cadre de l'Académie, et je pense en plus que dans le cadre de l'Académie, il ne devait pas être rémunéré spécialement pour son enseignement, il était simplement rémunéré comme un académicien. Il a fondé une école privée, donc qui lui permettait de faire vivre sa famille. D'autant plus qu'il s'était, vers la fin de sa vie, remarié avec une très jeune dame et qui avait peut-être des goûts de luxe. Donc il fallait que Blondel ramène de l'argent à la maison. Donc cet enseignement sous ces deux formes s'est poursuivi et se poursuit encore aujourd'hui. Alors cette histoire de l'enseignement de l'architecture, on peut la décrire comme ça à grands traits. On pourrait donner comme ça des points de vue un peu plus spécifiques sur quelques points. Malheureusement, elle est vraiment très mal connue. Je signale entre parenthèses que l'histoire de la profession n'est pas mieux connue. On est incapable aujourd'hui de pouvoir lire en langue française. Il y en a une en italien et une en anglais. Mais on n'a pas une histoire de la profession d'architecte. On en a une qui est un que sais-je, que je ne recommande pas, qui est une histoire purement institutionnelle, comme si l'histoire de la profession n'était qu'une histoire institutionnelle. L'histoire de la profession, c'est quand même... Les architectes sont avant tout des artistes et des savants. Leur rapport aux institutions, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ça ne me paraît pas vraiment essentiel. Le rapport à la commande privée est tout aussi important que leur rapport aux institutions, puisque quand même, si on paye un architecte, enfin, si un architecte fait architecte, ce n'est pas simplement parce que c'est une entreprise rémunératrice, c'est parce qu'il veut pratiquer un art et une science. Il y en a une autre également, mais malheureusement qui est divisée en chapitres et qui est très inégale selon les auteurs. Alors, pour excuser les auteurs,
il faut bien dire que comme il existe très peu de travaux, et pas la moindre synthèse, je veux dire, c'est quand même c'est vraiment une chose très difficile que j'ai envisagé un jour avec une collègue et puis que nous avons abandonné parce que les éditions Larousse nous avaient proposé avec cette collègue d'écrire cette histoire de la profession d'architecte et puis ils se sont aperçus que les architectes probablement n'achèteraient pas beaucoup ce genre de livre et que l'entreprise n'était pas bonne. Donc c'est un projet qui a été abandonné. L'histoire de l'enseignement d'architecture, notamment à l'école des Beaux-Arts, je ne désespère pas que ça se fasse. Je l'ai même encore récemment proposé au nouveau conservateur de la bibliothèque de l'école des Beaux-Arts en lui disant qu'il serait temps quand même un jour de faire une histoire de l'enseignement d'architecture dans cette prestigieuse institution. Alors, il existe quelques études, quelques petits articles, dont la plupart sont écrits par des Allemands d'ailleurs, sur l'histoire de l'Académie d'architecture, l'Académie royale d'architecture. Il y a un très bon livre sur les grands prix d'architecture du XVIIIe siècle, donc sous l'Ancien Régime, vu que le système du Grand Prix commence évidemment sous l'Ancien Régime, donc écrit par Jean-Marie Pérouse de Monclos, que vous avez vu. Malheureusement, le correspondant n'existe pas sur le XIXe siècle. Donc je vous montrerai 2 ou 3 photos prises à droite à gauche. On n'a pas un livre dans lequel on trouve ce genre de choses. Sur l'école des Beaux-Arts, il y a eu un certain nombre d'ouvrages, notamment écrits par des Américains dans les années 70-80, par des historiens d'art américains. Je vous préciserai tout à l'heure pourquoi, parce que les Américains ont été mêlés à l'histoire de l'école des Beaux-Arts et ont suffisamment de choses chez eux de ce qu'on appelle le système Beaux-Arts. Le système Beaux-Arts, c'est quoi? C'est ce système de conception de l'art que l'on enseignait à l'école des Beaux-Arts. Donc les Américains ont pas mal travaillé sur le sujet. On peut trouver dans la bibliographie des travaux de Jeanne Laurent, mais qui sont extrêmement polémiques, parce que comme je vais le dire dans une des phrases qui vont suivre, l'enseignement des beaux-arts a été extrêmement méprisé, donc elle fait partie de ces gens qui ont méprisé cet enseignement, donc c'est toujours intéressant et peut-être stimulant de lire des écrits de gens qui sont opposés à un système et qui ont le masochisme d'écrire des livres sur ce système alors qu'il est déjà mort ou en train de mourir. Donc ce sont des livres qui malheureusement n'apprennent pas toujours grand-chose. Alors pourquoi j'ai quand même accepté dans cette carence de faire cet exposé? Parce que j'ai été mouillé par quelques biais à l'histoire d'enseignement de l'architecture. D'abord, par le sujet dont je vous parlerai dans la seconde partie, qui sont donc les envois de Rome. Donc, quand je suis arrivé à la Villa Médicis en 1977, un peu ignorant de cette institution, j'étais architecte, tout simplement. Je n'avais même pas encore soutenu ma première thèse, donc j'arrivais comme architecte. J'ai quand même découvert avec stupeur qu'on ne possédait pas le catalogue des travaux faits par ces architectes. Donc, j'ai commencé au premier règlement de 1778 jusqu'en 1968, ce qui fait quand même 190 ans. Donc, pendant 190 ans, un architecte, chaque année, et il restait 5 ans, mais produisait donc ce qu'on appelle des envois. Donc, je ne suis pas très bon en mathématiques, mais 190 par 5, ça fait quand même pas mal de choses. Ça fait donc pratiquement 1000 envois de Rome. Chaque envoi de Rome pouvant se composer de 20 ou 30 dessins. Donc, j'ai entrepris, en découvrant que j'arrivais dans une institution qui ne s'était jamais intéressée à son histoire, d'ailleurs, encore aujourd'hui, elle s'y intéresse encore très peu. La preuve, c'est que ce livre sur les envois de Rome de l'Académie de France à Rome, je l'ai publié à l'École française de Rome, c'est-à-dire à l'école où sont les historiens et les archéologues, qui est l'autre institution française. Il y a 2 institutions françaises à Rome, une pour les historiens et les archéologues, l'autre pour les artistes et les historiens d'art. Donc, j'ai considéré que c'était un travail à faire, donc ça a été fait, ça a été publié en 1988. Et puis, au hasard des recherches que j'ai menées sur des sujets extrêmement différents,
j'ai été amené à travailler sur des architectes qu'on va retrouver rapidement tout à l'heure. Jacques Nicolas Huyot, Louis-Pierre Baltard, Victor Baltard, parce que j'ai publié sur eux des articles ou des monographies. Sur les Baltard, j'ai publié un livre, parce que là, je me fais un petit peu de publicité. J'ai publié un livre aux éditions du patrimoine il y a 2 ans, donc sur les Baltard, père et fils, et tous les deux enseignaient la théorie, et l'un d'eux, Victor, a même fait des cours d'atelier dont malheureusement je n'aurai pas le temps de vous parler. Donc, j'ai un peu pêché dans ces connaissances pour pouvoir vous présenter cet exposé. Alors, cet enseignement, pourquoi est-il mal étudié ? Parce qu'il est méprisé, si vous voulez. La relation de cause à effet est simple. Je vous ai dit d'abord qu'il était mal connu, ensuite qu'il était méprisé. Donc, pour étudier le système de l'enseignement des beaux-arts, il faut avoir un minimum de sympathie pour lui, si vous voulez. Considère que cet enseignement, qui a duré plus de 2 siècles ou de 3 siècles, n'a pas été simplement qu'une histoire de quelques centaines de crétins, professeurs ou élèves, et que finalement ça mérite sans doute un peu le respect, étant donné que notre architecture du XVIIIe siècle, du XIXe siècle et du début du XXe siècle en vient. Donc de gens qui ont fait cette école. Alors la première image, voilà. Alors, donc je vais commencer par l'école des beaux-arts et par l'enseignement de l'histoire. Alors, l'enseignement de l'histoire à l'école des beaux-arts privilégie les périodes les plus hautes. Alors, évidemment, la période la plus importante à cette époque, alors là, ce que je vous montre, ce sont je vais vous montrer 3 dessins d'un architecte qui s'appelle Hippolyte Lebas, qui a construit l'église Notre-Dame de Lorette, après 1825 à Paris, qui est héritier d'une série de professeurs. À la fin de l'Ancien Régime, c'est David Leroy, ensuite Léon Dufourny. Je vous donne les noms, ce sont des gens. Le cours d'histoire, ensuite, le cours de théorie a été divisé en 2. C'est-à-dire qu'on a sorti l'histoire de la théorie, donc il y a eu un cours de théorie proprement dit et un cours d'histoire. Après le décès de Léon Dufourny en 1818, le cours de théorie a été donné à Louis-Pierre Baltard et le cours d'histoire à Jean-Nicolas Huyot. Et Hippolyte Lebas est le successeur, tout simplement, de Huyot au moment de son décès en 1840. Alors, je ne vous montre pas le cours de Huyot parce que c'est un cours manuscrit qui doit comprendre 500 ou 600 feuilles, ou même plus, mais il n'y a pas le moindre dessin. Du cours de Lebas, donc il va durer de 1840 à 1863. On connaît, j'ai retrouvé à l'Institut où Hippolyte Lebas a donné son cours, j'ai retrouvé 3 dessins. Alors, la période la mieux représentée est évidemment l'Antiquité gréco-romaine, qui est considérée comme modèle. Je ne peux pas faire parallèlement l'enseignement de l'architecture, mais enfin, je pense que vous avez déjà eu des cours sur le XVIIe et le XVIIIe siècle. Je crois qu'on est plus ou moins à la charnière des périodes, là. Donc, on a dû déjà vous dire la période dite classique, au sens large du terme, qui couvre le XVIIIe et le XIXe siècle, ou qui commence d'une certaine manière à la Renaissance au XVIIe, se réfère à l'Antiquité de manière de plus en plus archéologique même. C'est-à-dire que la référence à l'Antiquité que l'on a au début du XIXe siècle est beaucoup plus précise que la référence que l'on avait à l'Antiquité avant. Pourquoi ? Tout simplement parce que jusqu'au XVIIIe siècle, on connaît très mal les monuments antiques. On connaît un peu ceux de Rome. Ceux de Midi de la France, on considère que c'est un art provincial, donc on ne les regarde même pas avant la fin du XVIIIe. Les grands modèles grecs, comme le Parthénon, on n'en connaît strictement aucun dessin avant la fin du XVIIIe siècle, avant un ouvrage de David Leroy, justement, dont je vous ai parlé, qui est le premier à ramener en France des vues gravées et des relevés précis du Parthénon. Donc, au fur et à mesure que
que l'archéologie progresse, d'ailleurs une archéologie qui est très souvent menée par des architectes. Hein. Les premiers archéologues du monumental sont des architectes et ont une position dominante jusqu'au milieu du 19e siècle à peu près. Après, si vous voulez, je ne sais pas si on aura le temps d'en reparler tout à l'heure, ça pourrait être l'occasion sur certains dessins, mais si vous voulez, il y a une sorte de divorce qui s'est fait parce que, d'une part, l'archéologie est vraiment devenue une science qu'on ne pouvait plus faire en amateur, donc on ne pouvait pas être archéologue et autre chose. Être archéologue et architecte, c'est un petit peu difficile. Certains le font, ça existe encore, mais ça ne peut plus être une majorité, c'est une marge. Et puis les architectes, à la fin du 19e siècle, se sont mis en tête qu'ils étaient des artistes. Donc l'archéologie relevait de la science et que la science n'était pas vraiment leur domaine. Donc cette conception de l'architecte artiste a très largement dominé la conception de l'enseignement à l'école des beaux-arts, on peut y revenir, jusque dans les années 80, j'y reviendrai d'ailleurs, et puis renaît aujourd'hui très fortement, je veux dire, depuis 15 ans, 20 ans, on est à nouveau dans une période où on fait des bâtiments, ils prennent plus ou moins l'eau, ils sont plus ou moins pratiques. C'est pas très grave, pourvu qu'ils soient beaux. Donc ça, c'est une conception qui triomphe à la fin du 19e siècle, alors qu'on avait une conception beaucoup plus équilibrée, je trouve. Hein. Je ne peux pas m'empêcher, en faisant un cours, de donner quelques réflexions personnelles, hein, mais enfin qui sont quand même pas de pure fantaisie, hein, qui sont fondées quand même sur des recherches historiques. Donc c'est Charles Garnier qui a le mieux, l'architecte de l'opéra, qui a écrit un livre à travers les arts, très beau, c'est un très grand écrivain, d'ailleurs il était poète, musicien, il aurait pu faire absolument n'importe quelle profession artistique, il a fait architecte comme il aurait fait autre chose, très bon architecte, donc l'opéra de Garnier. Et donc c'est vraiment la doctrine de l'architecte. L'architecte est un artiste parce qu'il est libre. C'est la liberté de l'artiste. Donc il est libre de faire ce qu'il veut. Il n'a pas à s'attacher à la société, il n'a pas à s'attacher aux techniques, il n'a pas à s'attacher de tout un tas de choses qui vont devenir méprisables pour les artistes. Et ce n'était pas toujours très bon, il faut bien le dire, pour l'architecture quand même. Donc on a eu comme ça, je pense que le sommet du genre, c'est l'architecture 1900, par exemple Guimard, qui est le sommet d'une architecture purement artistique, qui est revenue à la mode, mais qui était extrêmement méprisée autrefois, d'ailleurs à mon avis avec raison, qui est revenue à la mode depuis 20 ou 30 ans à peu près, mais qui est une architecture de belles façades. La façade est belle, d'ailleurs Guimard s'est fait remarquer en gagnant des concours de façade de la ville de Paris. On faisait des concours de façade. Alors comment c'était derrière, on s'en moquait totalement. Alors les plans de Guimard sont d'une banalité absolue. Ces plans n'ont pas le moindre intérêt et quand même, on n'habite pas dans les façades quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à l'architecture. Alors c'est agréable quand on se promène dans les rues de voir des belles façades, mais on habite à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on habite dans un plan. On habite, on mange, on travaille, on dort dans un plan, dans un espace qui est conçu à partir d'un plan. Donc une belle façade, un mauvais plan, pour moi, ce n'est pas de la belle architecture. Je vous donne mon avis. Alors voilà, donc pour revenir à ce cours d'histoire de l'architecture d'Hippolyte Lebas, pourquoi remonte-t-il ici? On voit d'un de ces petits dessins, c'est un petit dessin, il doit faire ce format-là, un A5, je pense, un tout petit dessin, qui représente le temple de Luxor à Thèbes. Pourquoi remontons aux Égyptiens? Tout simplement parce que ce qu'on adore, c'est l'Antiquité gréco-romaine. Il vient à l'idée pratiquement à personne de faire de l'architecture néo-égyptienne. En France, c'est quasiment inexistant. Il y en a un petit peu en Italie. En Italie, il y a un très beau cimetière dans les Pouilles, néo-égyptien. Il y a aussi, à côté, juste au-dessus, en bas du Pincio, en bas de la place du Peuple, à Rome, les entrées du Pincio, fait par l'architecte Luigi Canini, sont des pylônes égyptiens. Alors, on a à Paris, comme ça, après le retour de Bonaparte de sa mission, de son expédition en Égypte, on a comme ça, dans le passage du Caire, quelques têtes égyptiennes. On a comme ça une petite mode, des décorations intérieures. Bon, enfin, c'est quelque chose. Personne n'a imaginé qu'on ferait de l'architecture néo-égyptienne à grande échelle. C'est une fantaisie. C'est une fantaisie. On a appelé ça passage du Caire, donc on s'est senti obligé, dans le passage du Caire, de mettre des petites figurines égyptiennes pour donner une image en rapport avec le nom. Là, c'est une autre planche qui montre des catacombes. C'est pour le tombeau de Scipien. Alors, je dois dire que j'ai oublié de mettre une image.
En faisant mon montage il y a quelques jours, je l'ai oublié, excusez-moi. Je vais vous demander de me croire, ou je vais vous inviter à une promenade. Ce que l'on voit en bas, c'est le tombeau qu'on appelle le tombeau de Scipien. Le tombeau de Scipien a été un modèle donc, pour des élèves d'Hippolyte Lebas ou pour d'autres, parce que ça a été publié dans d'autres livres, mais ça a été un modèle pour construire des tombeaux en France. Il y en a plusieurs au Père-Lachaise. Hein. Si vous allez au Père-Lachaise, notamment dans l'axe du Père-Lachaise, en haut à droite, dans la première grande allée, il y a le tombeau de Jules Cousin, un historien, et il y en a plusieurs, qui est une copie conforme du tombeau de Scipien. Vous voyez donc à quoi ça sert d'enseigner l'histoire de l'architecture à l'école des Beaux-Arts. Ça fait des tombeaux au Père-Lachaise et ça fait un lieu absolument sublime comme l'est le Père-Lachaise. Alors il y a même des architectures qu'on méprise un peu même, parce que quand même, si vous voulez, c'est quand même un enseignement intelligent. On enseigne en priorité les choses qui peuvent servir dans l'enseignement du projet, donc l'Antiquité gréco-romaine, mais on a l'ambition de faire une histoire continue. Ne serait-ce que parce qu'on a une conception de l'architecture qui est anthropomorphique en quelque sorte, hein, dont on ne s'est peut-être pas tout à fait débarrassé encore aujourd'hui. Quand on dit d'une architecture qu'elle est décadente, ça veut dire qu'elle est vieille. Et vieux, ça veut dire quoi? C'est le cycle de la vie. Donc il y a des architectures naissantes, qui sont pas mal, mais enfin encore un peu jeunes. Et puis il y a une architecture mûre, et puis après il y a une architecture décadente, donc les âges de la vie. Hein. Donc l'histoire de l'architecture était très liée à cette vision anthropocentrique, si vous voulez. Et dans l'histoire de l'architecture qu'on enseigne à cette époque-là, l'Égyptien, c'est la base, c'est le fondement, c'est les inventeurs, mais c'est quand même un peu costaud, un peu rustique. Il y a plus d'espace que de colonnes, que d'espace entre les colonnes, pratiquement. Hein. Il y a presque autant en plan de noir que de blanc. Je veux dire qu'on ne circule pas beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de poteaux pour pas beaucoup de surface. Hein. C'est de la construction primaire, donc c'est vraiment la naissance. Et cette naissance, elle va jusqu'au Parthénon, jusqu'à Paestum. Parthénon, ça commence à aller mieux. Mais les Grecs, déjà, c'est un petit peu rustique. La grande architecture, pour les gens de cette époque-là, je me réfère à l'époque d'Hippolyte Lebas, c'est l'architecture hellénistique ou l'architecture des premiers siècles de l'Empire romain. Donc c'est l'architecture deuxième, premier, deuxième avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc on a 4 siècles de grande architecture qui sont vraiment le sommet. Puis après c'est la décadence du Bas-Empire, la barbarie du Moyen-Âge, et puis Renaissance, deuxième vie. C'est-à-dire dans l'histoire de l'architecture, il y a eu 2 vies. Il y a une vie qui va des origines jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et une deuxième vie qui va de la Renaissance jusqu'à la fin ou le milieu du XIXe siècle. Hein. Je ne me prononcerai pas sur la suite. Alors, il y a également des cours de théorie. Je vous donne très rapidement quelques noms de professeurs qui sont des gens plus ou moins oubliés. Abel Blouet, qui est quand même quelqu'un d'important, c'était un spécialiste des prisons, c'est l'un des inventeurs de la prison cellulaire et panoptique, et qui est le premier théoricien de ce qu'on appelle l'éclectisme, qui fait que jusqu'à son temps, l'Antiquité est pratiquement la seule référence, pardon, et qu'à partir des années 1830-1840, on prend en compte le Moyen-Âge, la Renaissance, la période classique, avec cette idée que finalement, c'est peut-être le progrès de la science historique aussi, tous les styles se valent. L'histoire nous montre, c'est peut-être la fusion de la vision de l'artiste dans celle de l'historien. Pour l'historien, n'a pas de choix entre une période ou une autre. Il peut avoir des goûts personnels, mais il n'a pas de jugement de valeur. Vous ne trouverez pas un historien pour vous dire que le Moyen-Âge est mieux que le siècle des Lumières ou vice-versa. Ça n'a pas de sens de dire ça. Donc les artistes et les architectes notamment se mettent à penser que tous les styles se valent plus ou moins. Finalement que l'architecture du Moyen-Âge, c'est pas si mal que ça, et donc les idées peu à peu évoluent. Mais alors l'idée qui est assez forte et qui n'est pas l'invention de celui qui l'écrit pour la première fois, il ne faut jamais imaginer que quelqu'un qui écrit une chose et qui est le premier à l'écrire est celui qui l'a inventé. Et c'est un courant d'esprit qu'un jour quelqu'un, parce qu'il se trouve que Blouet a le cours de théorie, donc il est celui par qui la théorie doit passer, passe par la parole, par l'écrit. Rondelet, qui est professeur de construction,
décède, il faut rééditer son cours, qui est un classique, donc le cours de construction de Jean-Baptiste Rondelet, qui avait été écrit à la fin du XVIIIe siècle. Donc on demande à Blouet le supplément, et Blouet profite du supplément d'un cours de construction pour publier une partie de son cours de théorie de l'architecture. Donc c'est de penser que chaque époque, chaque programme, en fait, c'est ça l'idée. C'est qu'il y a plusieurs époques, elles se vaguent toutes, et puis en architecture, on ne construit plus tout pareil. Si vous prenez l'architecture du XVIIIe siècle, pratiquement un palais d'évêque, un palais de prince, un hôtel de ville, une façade d'hôpital, tout ça se ressemble quand même beaucoup. Il y a une sorte d'uniformité il n'y a pas encore des caractères distincts, il n'y a pas encore de fonctionnalité. Au XIXe siècle, on invente ce que j'appelle moi la typologie architecturale, c'est-à-dire qu'il y a différents programmes, différentes fonctions. À chaque programme, à chaque fonction correspond un type, une distribution, un type distributif pour les bâtiments. Un hôpital ou un hôtel de ville, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de dortoir dans les hôtels de ville. Il n'y a pas de réfectoire non plus. Donc vous voyez, alors qu'au XVIIIe siècle, on avait du mal quelquefois, notamment en façade, à distinguer les choses. Un peu mieux en plan quand même, évidemment. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est qu'à chaque fonction, chaque programme, chaque type et chaque style. Alors, les églises, on va admettre que l'architecture médiévale, romane ou gothique, va bien pour les églises. Ça se comprend un peu, on a beaucoup construit d'églises gothiques, plus que d'hôtels de ville gothiques. Donc la religion est liée au Moyen-Âge. Voilà, c'est une espèce de fixation qu'on fait plus ou moins rationnelle, mais qui est l'objet d'un consensus. Même les gens qui sont anti-gothiques finissent par admettre que pour les églises, c'est mieux que les néoclassiques. Mais ce qui n'a pas empêché la génération précédente de faire des églises néoclassiques, voire la Madeleine à Paris, qui ressemble à un temple gréco-romain et qui est une église. Donc, voilà l'idée importante sur laquelle va vivre le XIXe siècle et le début du XXe siècle, et qui est une idée qui n'est pas encore, qui même aujourd'hui, à mon avis, n'est pas encore dénuée de sens, de faire correspondre donc des programmes avec des styles architecturaux. Il y a donc des cours d'histoire, j'en ai parlé, il y a des cours de construction, des cours de perspective. Il y a donc un enseignement qui est de plus en plus riche et qui est fait très sérieusement. Parce que là aussi, le mépris vient de l'ignorance. Là aussi, on le voit très bien. Pourquoi on dit que les cours qui étaient donnés à l'école des beaux-arts étaient mauvais? C'est facile de le dire, personne ne les a lus. C'est-à-dire, tous les gens qui ont prétendu que les cours étaient mauvais n'ont jamais ouvert les manuscrits de Desgodet qui sont à Londres ou ailleurs, le manuscrit de Huyot ou de Lebas qui sont pourtant à Paris, dans des institutions publiques, pas loin d'ici. Effectivement, c'est des centaines de pages, des milliers de pages manuscrites, pas très bien écrites, c'est des notes de cours. Il faut prendre la peine de les lire pour connaître la qualité. Et je dois dire que quand j'ai découvert, par exemple, Huyot, qui était professeur d'histoire, il y avait aussi un petit atelier. Il y a au moins 5 ou 6 étudiants qui ont le Grand Prix. Si on a beaucoup d'étudiants qui ont le Grand Prix, ça veut dire qu'on est un bon professeur. En tout cas, vu par l'institution, en tout cas. Et en lisant les notes de cours de Huyot, j'ai découvert que c'était effectivement un bon professeur. Parce que dans la réforme de l'enseignement d'architecture qui a eu lieu après 1968, on a cru inventer la pédagogie de l'architecture. Avant 68, on pensait qu'on partait tout de suite sur des grands programmes, qu'on demandait des choses abouties dès le début, et que la pédagogie, un des principes de la pédagogie, c'est la progressivité. Je pense que même encore aujourd'hui, quel que soit le mode d'enseignement qu'on donne, le principe de la progressivité, le B à bas, est quand même un principe efficace. Donc on a cru retrouver ça en 68, je l'ai vécu en direct, j'ai eu des professeurs qui m'ont expliqué qu'ils réinventaient l'enseignement de l'architecture, et d'ailleurs ils pensaient le faire, ils n'avaient jamais lu évidemment le cours de Huyot, cours qui a été donné après 1823, ils ne savaient même pas qu'il existait, ils ne savaient même pas qui était Huyot, même s'il y a son buste dans la cour de l'école des Beaux-Arts en entrant à gauche. C'était l'époque où les professeurs avaient droit à des bustes dans les cours d'école. Huyot donc faisait, j'ai retrouvé ses exercices, son cours et les petits exercices qu'il demandait, et il faisait un cours tout à fait qui m'a absolument stupéfait, puisqu'il faisait un cours, vous savez, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais un espace architectural se définit par sa forme, rond, carré, ainsi de suite, par ses dimensions et par ses relations spatiales avec d'autres. C'est donc 3 niveaux, si vous voulez, de la forme
architecturale. Donc 3 niveaux de compréhension de l'architecture. Huyot faisait son premier cours et à chaque cours était lié un exercice. Premier cours, alors je ne peux pas vous illustrer parce que malheureusement je n'ai pas retrouvé les dessins de ça. Donc premier cours de Huyot, c'était sur la géométrie. Donc on étudiait la géométrie des pièces. Deuxième cours, il étudiait la dimension des pièces. Troisième, avec un exercice. Troisième cours, il étudiait la distribution, comment on passe d'une pièce à une autre. Est-ce qu'on passe directement d'une pièce à une autre ou est-ce qu'on passe par l'intermédiaire d'un couloir? Est-ce que c'est des distributions directes, indirectes? Enfin, toute la science de la distribution qui était déjà enseignée par Blondel. On a des cours de distribution dans le cours de Blondel. Et puis, troisième exercice, c'était un cours de composition où on faisait la synthèse de ce qu'on peut appeler, si vous voulez, la géométrie, la dimension et la topologie, donc l'art des relations spatiales. Donc, c'était une pédagogie absolument fondamentale. Et alors, pour moi, c'était une illumination parce que j'ai compris aussi pourquoi j'aimais bien un peu, à rebrousse-poil, pourquoi j'aimais bien l'architecture du 19e siècle. Pour moi, l'architecture que je préfère est l'architecture néoclassique. Pourquoi j'aimais bien cette architecture? Bon, pour différentes raisons qui sont difficiles, d'autant plus difficiles à expliquer qu'elles sont difficiles à comprendre par les gens même qui le pensent, en général. C'est pas toujours facile de savoir pourquoi on aime ou on n'aime pas une chose. C'est important d'essayer de le savoir. Hein. Ce n'est pas un encouragement à la paresse intellectuelle, mais c'est difficile. Donc j'ai découvert quand même que cette architecture néoclassique, elle avait sa rationalité. L'enseignement de l'architecture était extrêmement sérieux, aussi bien fait qu'un siècle et demi plus tard. Je pense qu'il y avait une décadence entre les deux, j'y reviendrai. Mais je pense que c'était aussi bien fait et pour moi, ça a été quand même quelque chose que j'aimais comme ça par goût, par impression. J'ai compris que c'était un bon enseignement de l'architecture. C'est aussi pourquoi j'ai envie un jour de participer à l'écriture d'une histoire de l'enseignement de l'architecture à l'École des Beaux-Arts, parce que je pense que c'était un enseignement de très grande qualité et j'en ai des preuves comme celle-ci, si vous, d'un exercice qu'on a cru redécouvrir en 69 et qui en fait se pratiquait donc dès 1823 dans l'atelier de M. Huyot. Alors, l'enseignement de l'architecture, ce n'est pas des cours, c'est aussi des concours. Alors, je vais vous montrer quelques... L'habitude de passer des diapositives, je regarde l'écran. Donc, là, c'est un projet de Bernard, de 1782. Je vous montre ce plan parce que c'est un projet qui s'articule sur un système de grandes cours, vous voyez, centrales, de petites cours latérales et une débauche d'hémicycles. Hein. Alors, qui sont des hémicycles, on verra, je vais faire défiler beaucoup de projets, qui sont quelquefois des hémicycles qui se comprennent quand c'est un amphithéâtre. Hein, un théâtre ou un amphithéâtre, c'est un hémicycle. Mais des fois, c'est des hémicycles parce qu'on aime bien l'hémicycle. Hein. C'est quand même... Alors, je vous ai fait l'éloge de l'enseignement académique, il a aussi évidemment ses défauts. Donc, un de ses défauts, c'est effectivement l'abus des hémicycles. Un autre abus, c'est celui de la grandeur. Là, c'est le Grand Prix de 1785 d'Alexandre Moreau, donc pour un tombeau. Vous voyez, on est avant le Panthéon, hein, on a fait le Panthéon. Enfin, on est à l'époque où on essaye d'achever le Panthéon, d'ailleurs, hein, avec beaucoup de difficultés. Donc, vous voyez, donc, on ne voit même pas les personnages tellement ils sont petits. Il n'y en a peut-être même pas, d'ailleurs. J'avais vu que vous n'avez vu n'est pas assez bonne. Non, il n'y a pas de personnage. Je suis obligé de me rapprocher. Enfin, vous imaginez à la dimension des colonnes que c'est encore plus grand que le Panthéon. Donc, effectivement, un des principaux défauts de ce système des grands prix, dont on peut faire par ailleurs l'éloge, et que c'est un système de concours. C'est un système d'émulation par le concours. Alors, c'est un système efficace par qui y a émulation, je veux dire. Tous les gens qui sont un peu vifs d'esprit ont envie de briller par rapport à leurs petits copains. Donc c'est quand même un système qui fait encore ses preuves, qu'il existe d'ailleurs. D'ailleurs, à ma connaissance, le concours général n'a jamais été aboli. Bon, on pratique plutôt l'examen que le concours, mais le concours général existe encore à la fin du lycée. C'est un système d'émulation pour que les premiers se détachent. Alors, c'est un système, effectivement, qui est lié à une idée de sélection et une idée d'élite. Alors, c'est à la fois positif et négatif, hein, il ne faut pas se le cacher. Mais effectivement, les deux défauts, c'est qu'on veut faire toujours plus grand pour étonner le jury, et on veut faire toujours plus beau
donc la manière dont c'est dessiné prend le pas sur l'objet lui-même. Le système, si vous voulez, des Grands Prix et des envois de Rome en est mort, à bout de souffle, parce que le contenu se perd au détriment de la forme. Parce que ce que l'on va juger dans un projet au fil du temps, mauvaise pente, c'est plus tellement l'objet architectural que l'on voit. On n'imagine même pas qu'il sera construit un jour. Vous voyez, comment pouvait-on imaginer de construire ça en 1785 alors qu'on peinait à achever le Panthéon de Soufflot, l'église Sainte-Geneviève. Il a fallu que moultes architectes se penchent sur son berceau pour l'achever. Et puis vous voyez qu'il y a encore des espaces pas toujours accessibles. Le centre de la coupelle est, je crois, même encore inaccessible, je pense, aujourd'hui, et ne le sera peut-être même jamais. Donc c'est un échec, beau bâtiment, mais constructivement un échec. Donc ce que l'on jugeait, ce n'était pas un bâtiment, ce que l'on jugeait, c'était une image, un dessin, ce qu'on appelle un rendu en architecture. Donc le système de l'émulation du concours a ce grand défaut de ne juger que l'aspect, que la superficie, que l'apparence. C'est que à l'époque où j'ai commencé mes études, moi j'étais dans je me suis retrouvé par hasard d'ailleurs, je ne savais pas, hein, je n'ai aucun mérite à cela. Je me suis retrouvé dans un atelier plutôt moderniste, donc je me suis retrouvé dans l'atelier de quelqu'un qui avait collaboré avec Le Corbusier avant-guerre, hein, dans les années 30, à l'époque où il construisait chez les soviets. Mais quand même, il y avait persisté encore, donc j'ai vu encore fonctionner l'ancien système. Et les professeurs, pour les jurys, les membres du jury, d'ailleurs, comme j'étais dans un atelier moderniste et qui était un peu à la marge, je vous préciserai ça tout à l'heure, le professeur n'était pas dans les jurys, ce qui était un peu gênant pour gagner les concours, hein, avouez. Quand votre professeur est dans le jury, c'est quand même un peu mieux. Hein. Il n'y a rien de mieux pour gagner un concours que d'avoir des amis dans le jury. Hein. Hier comme aujourd'hui. Donc, le système du jury, on regardait les projets avec ce qu'on appelle un œil de vieux. Alors, vous ne savez sans doute pas ce que c'est qu'un œil de vieux, c'est un petit cube en verre, concave, convexe, qu'on se met comme ça. On se le met devant l'œil, on regarde le dessin, et on ne voit que l'ombre et la lumière. Les traits disparaissent, on voit le noir et le blanc. Et on juge le projet sur l'équilibre du noir et du blanc. C'est-à-dire qu'on ne regarde même plus l'ensemble du dessin, les traits fins disparaissent. On ne veut plus, c'est une tâche. Hein, c'est comme un test pour psychiatre. Hein. C'est pas le papillon, mais est-ce que vous voyez un papillon? Donc on jugeait les projets. Alors j'exagère, c'était pas le seul critère de jugement, l'œil de vieux, mais quand même, j'ai pas inventé l'œil de vieux. Alors vous voyez où on en était réduit à juger un projet d'architecture, non pas sur son architecture elle-même. Alors je ne parle même pas de sa fonctionnalité éventuelle. Je ne parle même pas de l'idée que l'on va avoir pour les pauvres gens que l'on va mettre dans cette architecture. Les grands prix d'architecture d'avant 68 ne construisaient pas de logement social. C'est quoi du logement social? Les gens, ça ne nous intéresse pas, si vous voulez. Donc, on peut juger le projet à l'œil de vieux, hein, n'importe comment. Même si des gens un jour arrivent dedans, ce n'est pas des gens qui vous intéressent beaucoup. Donc, voyez comment le meilleur des systèmes, s'il dure trop longtemps, peut-être 2 siècles, peut-être que 2 siècles c'est beaucoup pour un système, hein, de la fin du XVIIIe à la fin du XXe, enfin milieu du XXe, c'est quand même un peu beaucoup où on tombe. Alors, je vais vous montrer encore quelques images. Alors là c'est Pierre-Léonard Fontaine, hein, l'ami de Percier-Fontaine, architecte d'une partie du Louvre, du Carrousel du Louvre, de Triomphe. Vous voyez, lui, son tombeau, là, vous voyez, alors là, c'est la mégalomanie absolue. Alors, c'est extrait du livre de Pérouse de Monclos. Donc, c'est absolument superbe. Hein, l'architecture est sublime. Il y a des pyramides égyptiennes, il y a une gigantesque coupole qui rappelle la voûte céleste. Je veux dire, c'est sublime. C'est le mot qu'on emploie à l'époque. Hein, c'est une catégorie esthétique inventée par les Anglais. Le sublime et le pittoresque. Là, on est dans le sublime. Il y a un ciel d'orage, il y a des rayons de soleil, tout y est. Bon, j'ai pas la couleur, malheureusement. Excusez-moi. C'est grand, c'est beau, c'est magnifique, mais bon, on voit les limites du système. Alors là, on passe au 19e siècle, donc avec ce qu'on appelle les concours d'émulation, qui sont des projets faits un peu plus rapidement. Là, je vais vous en montrer un certain nombre. Deux mots avant de continuer
sur l'enseignement de l'architecture que certains professeurs ont essayé de raisonner du point de vue méthode pour gagner du temps, notamment Jean-Nicolas Louis Durand, qui était professeur d'architecture à l'école polytechnique, donc chez les savants et les militaires, qui a essayé d'inventer une méthode simple pour faire des beaux plans rapidement sans avoir besoin d'être très intelligent. Excusez-moi. Donc, ce n'était pas pour les artistes. Hein. Moyennant quoi, à l'école des Beaux-Arts, on faisait à peu près la même chose. Et je n'ai jamais su si c'était pour la même raison ou pas. Là, je vais simplement vous montrer un ensemble de projets de différents architectes. Les deux premiers sont d'Henri Labrouste, hein, l'architecte de la Bibliothèque Sainte-Geneviève et de la Bibliothèque nationale, qui sont... Alors, c'est le type de projet que l'on a vu pour la Cour de justice de tout à l'heure de Bernard, avec ses carrés, et là, il y a un peu moins d'hémicycles, mais on va arriver. Mais il y a des hémicycles carrés quand même. Alors là, c'est une cour de cassation, on est dans les années 1830. Là, un palais de justice. Mais vous voyez, on va rester dans le même genre de plan pour un hôtel de ville de Duc. Là aussi, on est entre 1825 et 1830, l'architecte Duc. Vous voyez, là, c'est un hôtel de ville. Il faut bien avouer qu'à regarder le plan comme ça, on a du mal à deviner que ça puisse être un hôtel de ville. Et là, on va retomber sur une cour de cassation de Vaudoyer, toujours à peu près à la même époque, oui, en 1824. Alors, il y a pas mal de sources quand même pour connaître les projets qui sont faits par ces élèves, donc ils en font plusieurs par an. Donc il y a 50 élèves au 19e siècle, 50 élèves, plusieurs dessins par mois, au moins un concours d'émulation par mois, un grand prix par an, donc ça fait des milliers et des milliers de dessins. Alors je ne vous montre pas ceux qui sont à l'école des Beaux-Arts, parce que, pour des raisons extrêmement triviales, mais le coût de la photographie à l'école des Beaux-Arts est prohibitif. Donc je vous montre des dessins que j'ai pu photographier moi-même en province. Là, c'est la bibliothèque municipale de Nancy. Donc je vais vous montrer des projets de Prosper Moret, qui a construit pas mal de bâtiments officiels au milieu du 19e siècle à Nancy, dont le lycée Stanislas et d'autres édifices. Et donc, dans le fond qu'il a donné de ses dessins quand il est mort, à la bibliothèque municipale, il y a des projets. Alors là, on a un projet un peu bizarre, mais qui montre quand même le savoir-faire. C'est 3 hôtels pour 3 frères. 2 hôtels pour 2 frères, pardon, excusez-moi, il n'y en a que 2. Attendez, je me trompe. Non, il y en a 3, c'est bien ça. Un en bas à droite, un au milieu, un en haut. 3 hôtels pour 3 frères, qui est un projet qui revient très souvent dans l'histoire de l'enseignement de l'architecture pendant tout le 19e siècle, et qui a fini par être découvert, repéré, et mon collègue Henri Bressler, qui enseigne actuellement à Belleville, l'a fait faire quand il enseignait à Versailles. On prend une parcelle irrégulière et on met 3 hôtels particuliers dedans. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le plus difficile possible, hein, déjà de construire dans une parcelle comme ça, c'est bizarre, pas simple, de mettre 3 hôtels en plus pour 3 frères, donc ça met un peu de piment, et c'est l'émulation, voilà. Donc c'est un très beau projet. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi 3 frères dans une parcelle irrégulière? Si vous la posez, elle est excellente. C'est parce que c'est le palais de la famille Massimo à Rome. Au XVIe siècle, 3 frères de la famille Massimo se sont fait construire 3 palais, dont le plus célèbre de Balthazar Peruzzi, qui est le palais Massimo alle Colonne, et parce qu'il y a des... Je tire sur ma souris. Qui est coincé. Voilà, on voit ici les colonnes qu'on donnait. Et alors, pourquoi cette parcelle irrégulière? Vous allez me dire. Bon, on fait le rapprochement avec le palais Massimo, les palais Massimo alle Colonne, Massimo, la famille. Et pourquoi la façade courbe qu'on voit là dans le relevé de Monsieur Audebourg, un ancien élève de l'école des Beaux-Arts, lui aussi, très beau dessin. Tout simplement parce que ces palais, pourquoi leur façade est courbe et pourquoi leurs murs sont un petit peu convergents comme ça, c'est parce qu'ils ont été construits à l'emplacement de l'Odéon de Domitien. Et qu'on a construit ces palais en réutilisant les murs antiques comme fondation du palais moderne, de l'Odéon antique. Donc je me suis permis, pour le plaisir, parce que c'était le sujet de ma thèse de 3e cycle quand même, donc c'est un sujet que je connais bien. Alors je vous montre là d'autres dessins de Prosper Moret, de projets d'école, de concours mensuels d'émulation, une école. Je ne sais pas toujours ce que c'est parce que c'est pas écrit dessus, et quand c'est pas écrit dessus, on peut difficilement deviner ce que c'est.
Alors là, il y a une salle d'audience, ça pourrait être un tribunal, mais ça pourrait peut-être être autre chose, ça pourrait peut-être être une école avec un amphithéâtre, ou ça pourrait être... C'est très difficile de dire. Voilà. On aime bien les hémicycles, le plan basilical, parce on vient de redécouvrir l'architecture paléochrétienne de Rome. Donc les églises paléochrétiennes de Rome, hein, Saint-Paul-les-Murs, Sainte-Marie-Majeure, ainsi de suite, Santa Maria in Cosmedine et d'autres. Donc on adore ça. On fait toutes les églises à plan basilical pendant 50 ans en France, hein, parce qu'on adore ça. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Voilà le genre de plan que fait Prosper Moret. Et puis son Grand Prix de 1831, qui est des bains-douches, hein, des thermes, pardon. Des eaux thermales, voilà, pour prendre le mot exact. Des eaux thermales, Grand Prix de 1831. Alors, vous voyez, en 1831, qui est encore une période assez sobre, hein, par rapport à ce qui se fera après, on est quand même dans le grandiose, hein, pour cette station thermale. Hein. Alors, on fait un petit saut, parce que c'est comme ça, parce que j'ai créé un livre sur Baltard, donc la Caisse des monuments historiques, enfin le Centre des monuments nationaux m'a payé 2 clichés de l'École des Beaux-Arts, donc je peux vous les resservir gratuitement. Donc c'est un projet d'émulation de Victor Baltard pour un rendez-vous de chasse. Donc là, on se situe vers 1830 à peu près. 31 30, ou 32, je n'ai pas la date précise en tête. Et puis voilà donc sa caserne de cavalerie qui est son Grand Prix de 1833. Alors Victor Baltard, donc l'architecte des Halles et de Saint-Augustin, donne dans le sobre quand même. Enfin, en tout cas du point de vue... Moyennant quoi, il y a cette obsession de l'hémicycle. Hein. Il y en a partout, je veux dire. Hein. Vous voyez, là, tous ces petits hémicycles au bout de... Alors, je dois avouer que je ne sais pas à quoi correspondent tous ces petits hémicycles. Sans doute, c'est la partie écurie de cette caserne de cavalerie. Donc, c'est peut-être là qu'on range le foin. Vous voyez, donc on donne dans le sophistiqué pour des fonctions modestes. Alors, là aussi, autre hasard là, que je peux vous montrer gratuitement. Je dis ça parce que je fais campagne quand même pour que les institutions publiques qui ont rentré des dessins qu'elles n'ont jamais payés, qui ont été donnés par les artistes, en revendent des images aux historiens d'architecture. Et donc, je trouve ça purement scandaleux, si vous voulez. Que l'Institut, par exemple, les dessins de Lebas, c'est Lebas qui les a donnés, il était membre de l'Institut. Et maintenant, il faut payer même pour faire ses photos soi-même. Et quelquefois, on ne peut même plus. Donc, il faut donner de l'argent pour avoir des photographies que l'on peut éventuellement faire soi-même, donc ça ne coûterait rien. Pour des dessins qu'ils n'ont pas payés. Enfin, même s'ils avaient payé, ça serait avec les impôts de mes ancêtres. Hein. Mais qui ont été donnés. Et, alors, donc, c'est pour ça que je vous montre là. J'ai découvert en avril 2003 une maison d'architecte qui est mort en 1972, qui s'appelle Albert Gabriel, auquel je m'intéresse beaucoup, qui est le fondateur de l'Institut archéologique français de Stamboul, Istanbul aujourd'hui. Et donc, j'ai retrouvé une centaine de dessins. Il avait gardé, c'est un monsieur consciencieux, il a gardé tous ses dessins pendant toute sa vie. Donc, c'est des projets qu'il a fait à l'école. Là, c'est une salle de cours d'assises. Là, on se situe entre 1900 et 1905 à peu près. Ça, c'est un pigeonnier. Hein. C'est un peu futile. Hein. Alors, ça a tendance à être un peu futile parce que qui peut se payer un pigeonnier comme ça? Bon, quelques châtelains en Sologne. Un hôtel de ville. Alors là, c'est beaucoup plus réaliste. Hein. Alors, faut pas. Alors, si vous voulez, on a fait beaucoup de critiques sur le système de Beaux-Arts, sur le côté invraisemblable des programmes. Vous donnez à des gens des programmes qui n'ont ni queue ni tête. Alors ça, c'est une légende. Puisque quand j'ai travaillé sur Louis-Père Baltard, donc le père de Victor, j'ai dépouillé tous les programmes des projets d'émulation qu'il a donnés entre 1818 et 1846. Vous voyez, ça en fait pas mal, c'était un par mois. Et ça faisait une page manuscrite à chaque fois. Je les ai lus. Et à chaque fois, c'est des programmes extrêmement modernes. C'est des gares, c'est des télégraphes, Donc, effectivement, en première année, en général, on donne dans le futile. Personnellement, je crois que le premier projet que j'ai fait dans ma vie, moi j'ai fait mes études à l'école spéciale pendant 1 an, après je suis passé à l'école des Beaux-Arts, qui était mieux quand même. Et le premier projet que j'ai fait, c'est une cabane pour le gardien d'un domaine de chasse en Sologne. C'est pour ça que je parlais de Sologne tout à l'heure. Donc, c'est des programmes un peu futiles, mais ça permet d'exercer la main, de faire peut-être un peu rêver. Alors, par contre, là, on est dans le vraisemblable. Alors, les hôtels de ville, je vous l'ai dit, les hôtels de ville, c'est néoclassique français. C'est inspiré c'est du Mansart. Voilà. Ce projet d'hôtel de ville, c'est du néo-Mansart, du néo fin 17e, ou non plutôt, oui, c'est plutôt Jules Ardouin que François. Enfin, c'est fin 17e, début 18e siècle.
Et vous pensez aux hôtels de ville, de province, hein, vous fermez les yeux, vous cherchez un hôtel de ville et vous voyez ça. Hein. Si vous cherchez un palais de justice, vous voyez un péristyle gréco-romain. Ils sont tous gréco-romains, les palais de justice. On les voit souvent à la télévision, donc on peut les reconnaître. Alors là, on progresse un peu. Là, c'est une villa sur les bords d'un lac. Alors Gabriel, très logiquement, si vous voulez, choisit un lac d'Italie du Nord. D'ailleurs, c'est un grand voyageur. Il connaissait l'Italie du Nord. Il s'était déjà rendu 2 fois en Italie à l'époque où il fait ce projet. Là, on est sur les bords du lac Majeur. Alors là aussi, on n'est pas dans l'invraisemblable. Hein. Des villas 1900 sur les grands lacs italiens, il y en a. Alors, il y a aussi quand même une trace d'un travail historique sérieux qu'on appelait, qui a disparu en 68, qui s'appelait l'archéo. Alors, l'archéo, c'était un exercice d'archéologie. Archéo, c'est le diminutif d'archéologie. Bon, cher archéo. Ça consistait à faire le relevé et la restitution d'un monument antique. On le relevait dans l'état où il était, et ensuite on en faisait une restitution graphique. Donc là, c'est la flèche de la tour Saint-Aubin à Angers par Albert Gabriel. Donc on est autour de 1900, c'était donc son archéo. Vous voyez, un fort beau dessin. Là, les reproductions sont meilleures que les précédentes parce que je l'ai photographié sur l'original. Alors je disais, ça consiste à voyager. Donc, je vous ai dit que Gabriel était allé en Italie avant de faire certains de ses projets. Là, c'est une vue de Pompéi qui date de 1902, une aquarelle enlevée, assez agréable. Hein. Donc, quand j'ai découvert cette maison d'Albert Gabriel en 2003, j'ai simplement retrouvé beaucoup de choses que je cherchais et qui étaient, mais j'ai retrouvé des choses que je ne cherchais pas, notamment 300 aquarelles de ce genre, et essentiellement des aquarelles de Grèce, de Turquie et d'Égypte. Il y aura peut-être une exposition à la conciergerie dans 2 ans. Enfin, je croise les doigts pour qu'elle ait lieu, je l'espère. Donc vous pourrez peut-être, si vous êtes patient, les voir dans 2 ans à la conciergerie. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième partie, qui est plus agréable à regarder, mais qui demande moins d'explications et qui sera plus courte, rassurez-vous, qui sont les envois de Rome. Alors les envois de Rome, j'ai commencé à expliquer ce que c'était. Donc les pensionnaires vont à Rome, restent 5 ans, et leur travail consiste pendant 4 ans à faire des petits relevés, comme ça, des petites choses, pour s'entraîner, des petits monuments. Et puis la 3e année, ils font l'état actuel d'un grand monument. L'état actuel, c'est comme ils le voient, hein, comme il est. Je le dessine comme je le vois. C'est très difficile de dessiner comme on voit, parce que jamais personne dessine comme il voit. D'ailleurs, si tout le monde dessinait comme il voyait, comme tous les ans sont physiologiquement faits pareil, tous les dessins se ressembleraient, ça serait triste à mourir. Heureusement, on ne dessine pas comme on voit, on dessine comme on a envie de voir. Hein. C'est ça qui fait ce qui fait l'artiste, c'est le décalage entre la réalité et ce qu'il fait. Donc ça s'appelle l'état actuel. C'est un mot comme ça, qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle. Et puis en 4e année, il fait ce qu'on appelle la restauration, avec un grand R, qui est la restitution graphique du monument. Ce n'est pas sa restauration matérielle. Il y a encore des gens qui se trompent, ils voient un dessin écrit restauration, ils pensent que ça a été restauré matériellement, concrètement comme ça. Non, le bâtiment est toujours en ruine. D'ailleurs, vous allez voir des tas de monuments restaurés, ils sont toujours en ruine. Rassurez-vous, le Parthénon est toujours en ruine. Pour longtemps, j'espère. Tant que Disney n'aura pas racheté l'Acropole, il sera peut-être en ruine. Donc, il y a cet état actuel, et en 4e année, la restauration, qui est le sommet. La restauration, on dit dans le langage de l'époque, le couronnement des études d'un architecte et grand brinois, c'est sa restauration. C'est-à-dire le succès de la restauration, quand elle est exposée quai Conti à Paris, quand elle est envoyée de Rome, qu'elle arrive à Paris, qu'elle est exposée quai Conti à l'Institut, la bonne restauration peut faire la carrière d'un architecte. C'est-à-dire les clients potentiels, les notables parisiens, l'administration, les hauts fonctionnaires défilent, vont regarder les grands prix, et un beau grand prix, c'est la carrière assurée. Hein. Donc c'est pas rien dans la carrière d'un architecte. Alors je commence par cette petite image par Laurent Thomas Vaudoyer, père. Il y a plusieurs Vaudoyers, hein, les architectes fonctionnent par dynastie très souvent. Si je vous ai parlé de la profession, je vous aurais parlé de ça, on est architecte de père en fils. Donc on voit Antoine Laurent Thomas Vaudoyer au sommet d'une échelle, dans une position un peu dangereuse, pour relever l'entablement ionique du théâtre de Marcellus. Le sol a un peu monté depuis l'Antiquité, donc vous voyez que la base, on ne la voit pas, elle est un peu enterrée, elle a été dégagée à l'époque mussolinienne. Donc, probablement,
c'est mon interprétation personnelle. Vaudoyer profite de quelqu'un qui pose une échelle pour mettre un étendard, que vous voyez, probablement la famille qui possède le palais Savel, qui est au-dessus du théâtre de Marcellus. On pose une échelle pour accrocher, et il profite de l'échelle, parce que sinon c'est payant. Alors il faut dire que dans le système des Beaux-Arts, que je n'ai pas le temps de vous raconter en détail, chaque pensionnaire avait droit à une petite somme pour un petit sondage, faire un trou pour trouver la base d'une colonne, pour faire monter un échafaud. Alors les échafauds étaient montés en général parce qu'on appelle le festarolo, qui est la personne qui décorait l'intérieur de Saint-Pierre. L'intérieur de l'église Saint-Pierre-d'Auray est tellement grande que c'est des gens qui avaient des grandes échelles. Donc le festarolo de Saint-Pierre était loué par l'Académie de France pour les pensionnaires, pour qu'ils puissent... Alors les Romains qui sont en bas, probablement, attendent qu'ils tombent pour rigoler, attendent que cet étranger qui fait des choses étranges s'écrase par terre. Donc voilà la vie anecdotique du pensionnaire. Là, on est, je crois, en 1784 ou 1785. Alors, voilà, un état actuel, c'est ça. Ça, c'est le temple de Vesta à Tivoli, relevé par Albert Thomas en 1700. Je ne connais pas toutes les dates par cœur, excusez-moi. Ça doit être en 1872 ou 73. À une époque, je les ai su. Hein, mais enfin bon, j'ai écrit ce livre il y a 20 ans. Vous me pardonnez. Alors, vous voyez, c'est une ruine. On dessine une ruine. Restitution, restauration. Voilà, le temple comme il était à l'origine. Comme s'il était neuf. Donc c'est le... Alors on comprend, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais on comprend pourquoi encore aujourd'hui, les gens qui pratiquent la restauration concrète des monuments historiques sont obsédés par le retour à l'état d'origine des bâtiments. Hein. Je ne parle pas de Viollet-le-Duc, qui était quelqu'un d'un peu particulier, mais même encore aujourd'hui, on voit beaucoup de restauration. J'ai vu il n'y a pas si longtemps... les remparts de Provins, on a restauré les remparts de Provins comme ils pourraient être plus ou moins, comme s'ils avaient été au Moyen-Âge, ce que l'on ne sait évidemment pas. On est incapable de savoir comment étaient des houres en bois du Moyen-Âge à Provins. Donc on les invente, mais en fait on veut faire croire qu'on ne les invente pas, qu'ils viennent des origines. Donc cette obsession des origines est consubstantielle, si vous voulez, à la conception qu'on a de l'architecture et de l'histoire de l'architecture. J'allais dire jusqu'à une date récente, je pourrais même dire jusqu'à aujourd'hui, et là j'ajouterais pour aujourd'hui, malheureusement. Donc il ne suffit pas de condamner les excès du retour aux origines, il est important de comprendre d'où elle vient. Et le retour aux origines, il remonte à l'exercice de restitution qui a été inventé en 1778. Alors on va voir défiler ici, par exemple, l'Arc de Titus à Rome, un dessin de Guenepin. Là, il est dans son état actuel, il est pris dans un mur, il en reste que la partie centrale. Hein. Un détail dessiné par Normand. Normand, j'ai pu le photographier parce que c'est déposé à la Villa Médicis, donc je peux faire des photos du fond normand. Alfred, de son prénom. Ça, c'est Henri Labrouste, dans le fonds privé Labrouste. Donc là, c'est la restauration-restitution. Alors Labrouste a fait quelque chose d'assez intelligent. Il a reproduit cette distinction que vous allez voir après entre partie d'origine, qui est rendue de manière plus colorée, hein, et puis de manière plus sobre, dans un beige clair, la partie qui a été restaurée, mais cette fois restaurée avec un air minuscule, c'est-à-dire qui a été restaurée par deux architectes italiens qui s'appellent Valadier et Stern, qui dans les années 20, donc après le passage de Labrouste, alors entre Guenepin et Labrouste, il y a eu cette restauration, qui donne donc cet arc de Titus que l'on voit aujourd'hui, qui est une restauration extrêmement intéressante, parce que c'est vrai qu'on est revenu à la forme d'origine, mais à la fois on a changé de matériaux et on a changé de mode de finesse dans la sculpture, ce que va vous montrer l'image suivante. Vous voyez à gauche un chapiteau ionique, enfin, presque composite, antique, et à droite, vous le voyez, le moderne de Valadier et Stern, des années 1820. Il est en travertin au lieu d'être en marbre, donc on le reconnaît, il n'y a pas confusion. Donc c'est déjà les principes de la charte de Venise, appliqués un siècle et demi avant, si je compte bien. Donc inventé par... ça rend modeste, hein. Quand les gens de Venise ont cru inventer qu'il fallait que l'on distingue parfaitement les parties anciennes des parties nouvelles, je veux dire, Valadier Stern, notamment Stern, Raphaël Stern, architecte génial, avait déjà mis ça en pratique. Et Quatremer de Quincy, dans son dictionnaire d'architecture du début du XIXe siècle, dit que la bonne restauration, c'est ça. Alors, vous voyez que de loin,
ça ressemble à un arc de triomphe complet. De près, on voit ce qui est ancien, ce qui est moderne. Aujourd'hui, on fait l'inverse, bizarrement, hein, vous voyez, comme c'est bizarre. L'arc de triomphe d'Orange, au XIXe siècle, Caristie avait employé une pierre moderne, évidemment, vers 1830-40, et il y a une dizaine d'années, on a pioché la pierre neuve du XIXe siècle de Caristie pour qu'elle soit abîmée et qu'elle ressemble de la pierre antique. Là, c'est de l'anti-Venise récent. Donc, tout est possible. Alors, état actuel, restauration. Là, je vous montre un dessin là, de Thierry, 1863. C'est le temple d'Hercule vainqueur à Tivoli. Vous ne le voyez pas encore, parce que c'est comme ça. Mais magie de Thierry. Alors, on lui a reproché de faire un dessin trop beau, lui. On admire aujourd'hui. Mais quand même, l'Académie essaye de freiner les jeunes qui veulent toujours faire plus beau, plus pittoresque, plus coloré. Alors on dit, monsieur, votre végétation, elle est très belle, mais le sujet des Envois de Rome, ce n'est pas la végétation, c'est l'architecture. On lui dit ça quand même en 1863. Alors aujourd'hui, évidemment, on a envie de dire, tant mieux qu'il n'ait pas écouté, que Thierry n'ait pas écouté ses professeurs. Donc vous voyez, le temple d'Hercule vainqueur à Tivoli, dont il reste très très peu de choses, qu'on appelait les écuries de Mécène, le célèbre Mécène, qui avait une villa à Tivoli. Alors, je voudrais développer très rapidement quelques aspects de ces envois de Rome, parce que là, je vous montre le début, la fin, on va cheminer. Donc, de ces jeunes architectes que l'on envoie à Rome pour deux choses, pour se former au bon goût, et le bon goût, c'est à Rome. Hein. C'est pour ça que les Anglais, les Américains, les Allemands, les Polonais, les Roumains ont toutes des académies à Rome. Pourquoi il y a des académies d'art du monde entier à Rome, qui sont presque toutes rassemblées dans la vallée des arts? C'est parce que la culture, c'est Rome. Au XIXe siècle, au début du XXe siècle, et puis je peux vous dire que ce n'est pas encore désagréable aujourd'hui. C'est encore fréquentable. Donc on les envoie aux sources de la culture, de manière que, comme leurs études leur sont payées par l'État, ils séjournent à la villa payés par l'État, donc l'État veut rentrer dans son investissement. Donc on veut que reviennent en France des architectes qui sont meilleurs qu'avant leur départ, pour construire de très belles choses, plein de belles choses, de monuments publics surtout. Les architectes Grand Prix de Rome ont surtout une commande publique, relativement peu de public privé, qui est méprisé. Les Grands Prix de Rome négligent la plupart la commande privée, la grande commande, celle qui rend un architecte célèbre, encore aujourd'hui, je dois vous le dire, hein, c'est un grand bâtiment public à Paris. Si vous voulez, pour un architecte devenir célèbre, le meilleur moyen, c'est un grand bâtiment public à Paris. Il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est le Palais Garnier, le Palais Brongniart, et puis je ne sais pas après comment, si on parlera de bibliothèque Perrault ou des arts premiers de Nouvelles, je ne sais pas ce que nous dira l'avenir, mais en tout cas, c'est le chemin de la gloire. Moyennant quoi, ce que je veux vous illustrer en 2 ou 3 images, c'est que on envoie à Rome de jeunes gens, ils ont une trentaine d'années quand ils partent, entre 25 et 30 ans. Pour l'époque, pour un architecte, c'est jeune, parce qu'un architecte, on ne confie pas de chantier important des architectes avant qu'ils aient 40-45 ans. Donc les études durent longtemps, la formation est longue, et puis quand ils ont un certain âge, on estime qu'ils sont mûrs pour avoir une grande première. Alors ils râlent un peu, ils trouvent que ça tarde, ils sont impatients, ils piaffent d'impatience, ils piétinent, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est la règle. Peut-être n'était-elle pas si mauvaise que ça. Moyennant quoi, ces jeunes gens, qui sont plutôt éveillés et intelligents en général, on leur demande de faire de l'archéologie, en fait. On leur demande de relever des monuments antiques. Notamment l'état actuel, c'est de l'archéologie. Donc un certain nombre vont se passionner pour l'archéologie. Donc on a toute une veine d'architectes dont certains deviendront des architectes archéologues. Le Caristie, dont je vous parlais tout à l'heure, il a restauré le théâtre d'Arles, l'Arc de Triomphe d'Orange. C'est le profil même de l'architecte archéologue. Alors là, c'est un ménager pas très célèbre, on ne sait pas trop ce qu'il a fait après, c'est pas une célébrité. Mais on lui demande de faire un relevé, donc état actuel et restitution, du temple d'Antonin et Faustine à Rome. Et comme les bases, en général, si vous voulez, dans un monument antique, il manque 2 choses. Le chapiteau parce qu'il est tombé et puis qu'on en a fait de la chaux, et la base parce qu'elle est enterrée et qu'on ne la voit plus, parce que le sol des villes monte, hein, le sol de Rome a monté entre 5 et 10 mètres selon les quartiers, le sol de Paris, si vous ne le savez pas, a monté de 3-4 mètres à peu près. Les rues antiques sous le Cardo Maximus, qui est sous le boulevard Saint-Michel, est à 3, 4, 5 mètres, je ne me souviens plus, mais enfin autour de 4-5 mètres de profondeur. Le sol des villes monte. C'est pour ça que les monuments s'enfouissent. Hein.
C'est pas eux qui s'enfoncent, c'est le seul qui monte, évidemment. Donc, il voulait voir la base. Alors, par chance, le temple d'Antonin et Faustine, il y avait le chapiteau qui n'était jamais tombé parce que l'église avait été le temple avait transformé en église. Donc, la façade du temple était devenue une façade d'église. Donc, mais il lui manquait la base. Donc, il fait un sondage archéologique superbe. Il fait un relevé. C'est un vrai relevé archéologique. On ne fait pas mieux aujourd'hui, à mon avis. Hein. On ne fait pas mieux. Peut-être qu'on le fait même par la photo. Mais à mon avis, qualité du dessin, rendu des briques, des pierres, c'est comme une photo. Hein. Qualité extraordinaire d'un tout petit dessin pour un détail, pour connaître la base. Alors, on fait des études comme ça sur les monuments antiques. Je vous montre quelques dessins, toujours de ménager. Ben voilà, on retrouve ce temple d'Antonin et Faustine. Voilà, là, on le voit un petit peu mieux ici. La fougue concerne cette partie-là. Donc, il a retrouvé ces deux bases et le sol ici, et puis une partie de cet escalier. Donc, Victor Baltard, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, s'est beaucoup passionné pour l'archéologie. Et notamment, il a découvert ce qu'avait pressenti Piranèse, le graveur, avant, mais dont on n'avait pas vraiment la preuve, que le théâtre de Pompée était sous ce pâté de maisons. Alors, on pouvait s'en douter, parce que quand vous voyez la forme de cette rue, ici, la courbe de ce palais, qui existe toujours, hein, j'y suis passé il y a 15 jours, la courbe est toujours courbe, hein, je peux vous l'assurer. Les chambres d'hôtel sont toujours trapézoïdales, parce que comme les bâtiments modernes ont été construits sur les murs portant les gradins, c'est légèrement, comme c'est des murs convergents, les chambres sont légèrement trapézoïdales. Pendant plusieurs années, j'ai pris plaisir à dormir dans une chambre trapézoïdale dans ce petit hôtel qui est ici. Je faisais ma thèse sur ce théâtre, donc j'étais sur mon site. Donc Victor Baltard a exploré toutes les caves et puis a fait deux petits sondages d'architectes, on appelle ça. C'est des sondages qui n'ont pas une fonction archéologique, on ne fait pas de la stratigraphie, ça a juste pour fonction de retrouver ce qui est en dessous, l'architecture qui est en dessous. Il a même retrouvé la base ici dans une cave, il a exploré les caves, donc du théâtre, du temple de Vénus dont on savait qu'il couronnait la cavea du théâtre de Pompée. Alors voilà le petit dessin que je pensais avoir oublié tout à l'heure. Donc ça c'est un petit croquis de ma main qui vous montre le théâtre de Pompée et les rues actuelles. Alors, ça produit quelquefois de très beaux dessins qui sont des sortes d'images instantanées. Là, c'est l'architecte Emmanuel Pontremoli, qui était un moment directeur de l'École des Beaux-Arts après-guerre, qui fouille le futur temple, je dis futur parce qu'il n'est plus comme ça aujourd'hui, le temple de Didyme à côté de Milet, en Turquie, qui est remonté entièrement aujourd'hui, qui a été remonté par les archéologues allemands. Quand on a découvert le site, il ne restait qu'une colonne, que vous voyez ici, qui était surtout utile aux cigognes, et qu'elles avaient mis un nid dessus. Et alors, Pontremoli, avec un archéologue qui s'appelle Aussoulier, dans mon souvenir, fait une petite fouille, on retrouve quelques bases de colonnes. Vous voyez, on ne fouille que les bases des colonnes, le reste n'intéresse pas. Puis on n'a pas l'autorisation de démolir le moulin à vent qui est dessous. Alors Pontremoli fait une coupe extraordinaire quand on y pense, parce que cette coupe n'a pas de réalité. C'est à la fois une coupe archéologique, une coupe sur un moulin. Il coupe sur ce qu'il voit. Il coupe, quoi. L'architecte, une coupe, c'est une coupe. Donc, il y aurait eu un paysan turc qui passait, on a l'impression qu'il coupait sur le paysan turc ou grec. Il y a pas mal de Grecs à l'époque dans cette région. Voilà, très bon dessin d'Emmanuel Pontremoli, qui a construit l'Institut de paléontologie humaine, boulevard Saint-Marcel. Là, c'est un dessin de Duban. Donc alors, ces architectes, on les envoie à Pompéi parce qu'il y a de l'architecture. Mais ils voient des peintures murales, donc ils ont envie de décorer leur maison de peinture. Il y a tout un style néo-pompéien. Il y a un prince Napoléon qui s'est fait faire une maison pompéenne, avenue Montaigne, qui n'existe plus. Donc on fait des relevés de Pompéi. Alors, ces gens-là voyagent. Alors là, je vous montre toujours Albert Thomas, qu'on a vu tout à l'heure, à Héraclée du Latmos, en Turquie. Les Grecs ont construit une ville quadrillée sur cet amas de rochers. C'est une chose assez extraordinaire, auquel on a du mal à croire. Mais il y a quand même un temple. Et puis, il a fallu remblayer pour faire l'agora. Donc voilà, relevé inédit. Celui-là, comme Albert Thomas était architecte des archives nationales, il a laissé ses dessins ou il les a oubliés, puis il est mort, puis personne ne sait que c'était là, aux archives nationales. Donc aux archives nationales, les dessins sont gratuits, heureusement. Heureusement, là, le mot national est bien porté. Et même la carte est gratuite pour les enseignants en architecture. Donc voilà le petit temple que l'on voyait. Donc pour faire cette agora gigantesque, il a fallu faire un grand remblai pour faire l'agora. Donc voilà ce petit site délicieux d'Héraclée du Latmos. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer 2 ou 3 photos. C'est un lieu que j'adore.
Voilà, petit village. Et quelques ruines éparses. Là, c'est la base du mur de l'agora, de soutènement de l'agora. Puis il y a des petites colonnes, des petits chapiteaux qui traînent un peu partout. Alors, les architectes qui passent plusieurs années en Italie ne font pas que des travaux obligatoires. Ils dessinent pour eux, parce que ces gens-là aiment dessiner. Un architecte du 19e siècle qui a fait l'école de Beaux-Arts peut produire 2 à 3 beaux dessins par jour minimum, enfin, tout en mangeant, en dormant et en faisant sa sieste. Donc, je vais vous montrer quelques dessins d'Alfred Normand qui sont conservés à la Villa Médicis. Donc là, une vue de l'église de Pistoia d'Alfred Normand. Alors, on aime bien l'art grec à l'époque, dont Normand va au Vatican et dessine des vases grecs. Voilà, très beau relevé de vases grecs. Il aime Pompéi aussi. Il y a un joli croquis au lavis à la gouache blanche sur papier bleu. Jolie petite chose. Donc à Pompéi, toujours, vous voyez, état actuel restauration, de boutique dans une rue de Pompéi. Voyez qualité d'un dessin, d'un chapiteau. Je crois que c'est le chapiteau de l'Arc de Titus, d'ailleurs. Le dessin original fait, à mon avis, 30 cm. Ça supporte assez bien l'agrandissement, les dessins de l'époque, comme vous pouvez remarquer. Normand, son envoi de Rome, donc en 1851. Donc le Capitole et le Forum, l'Arc de Septime Sévère, ainsi de suite, un différent nombre de temps. Bon, je vois que l'heure avance, je vais accélérer. Je vous montre pour le plaisir un joli petit envoi d'Auguste Caristie. J'adore Caristie, c'est un de mes préférés. Voilà, c'est le temple de Sérapis à Pouzzoles, qui est en fait un marché aux poissons, mais on a cru pendant longtemps que c'était un temple de Sérapis. L'architecture était tellement belle qu'on a imaginé pendant des siècles que c'était un temple dédié, comme il y avait de l'eau partout, c'était de l'eau tout simplement pour laver le marché après la vente du poisson. Il y avait des rigoles d'eau partout pour laver le marché après les ventes à la criée de poissons. Le système était tellement beau et sophistiqué qu'on a pensé que c'était Sérapis qui était un dieu guérisseur. Puis on s'est aperçu un jour que c'était tout simplement un macellum, donc un vulgaire marché aux poissons. Enfin bon, à l'époque de Caristie, on pensait que c'était le temple de Sérapis. Alors, pour le plaisir, les gens aiment l'Italie. D'ailleurs, bon, la côte amalfitaine ou les champs félégréens sont toujours aussi agréables aujourd'hui. Donc, ils dessinent même la terrasse où on découvre les champs félégréens, donc le golfe de Cume, de Baia. Alors, on voit des prêtres, il y a beaucoup de moines en Italie. Voilà l'état de la ruine, toujours dans les dessins d'Auguste Caristie. Voilà d'autres petits croquis qui sont faits, vous voyez, avec des petits morceaux d'architecture qui ont été rassemblés, parce que c'est un monument qui passionne les architectes depuis le XVIIIe siècle. L'état des lieux, au moment où il le dessine. Donc le temple au milieu, c'est tout simplement l'endroit où on faisait la criée pour vendre le poisson. Et puis le plan restitué. Alors je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais les plans restitués, comme évidemment on ne connaît pas les maisons de Pouzzoles, on n'en a jamais fouillé, on prend les maisons de Pompéi, on les met à Pouzzoles. C'est un des fonctionnements de la restitution. C'est-à-dire que quand on est obligé de restituer des choses qu'on ne connaît pas, on va chercher l'objet, si on le connaît, ailleurs. C'est-à-dire qu'on prend une maison de Pompéi, on la met à Pouzzoles. Bon, évidemment, ça embêterait un archéologue d'aujourd'hui, mais à l'époque, on considère que ça fait partie. Quatremer de Quincy dit que c'est du domaine du vraisemblable. Et c'est effectivement vraisemblable. Il n'y a pas de raison que les maisons de Pouzzoles aient été très différentes. C'est une maison de campagne, de résidence secondaire, et était très différente de celle de Pompéi. Et voilà, donc là, c'est ce qu'ils pensaient être un temple qui n'est jamais que donc une partie de ce marché. Alors, les Romains faisaient des beaux marchés, vous me direz. Beaux marchés aux poissons. Donc je passe sur quelques autres projets. Là, pour vous montrer une série qui va vous montrer des dessins où on va des choses sobres. Ici, c'est un architecte qui s'appelle Florimond Boulanger, qui a beaucoup construit en Grèce plusieurs bâtiments importants. Le Zapion, le Parlement, la cathédrale d'Athènes, un architecte grec assez méconnu, un fourriériste exilé volontaire en Grèce. Donc il faisait des dessins assez sobres. Et là, c'est les rectéiones restitués. Donc, état actuel restauration. Alors, je vous ai montré des séries. Vous allez voir que là, on est dans les années 40-50, et puis on va aller vers la fin du siècle, et vous allez voir que plus on avance, moins c'est sobre. Là, c'est le temple de Vénus à Pompéi, avant-après. Je dis avant-après, c'est plus court que de dire état actuel restauration. Le théâtre, le temple grec du Forum triangulaire de Pompéi. Le théâtre de Pompéi, par Bonnet, le précédent c'était Chabrol, avec le Vésuve au fond, très beau dessin. Et donc, le Vésuve, après, est caché par le théâtre quand il est construit. Le Colisée de Duc, je ne vous donne pas les années, on n'a pas le temps.
Les temples de Paestum de Labrouste, juste une petite anecdote quand même. Labrouste ayant été considéré par les architectes, les historiens de la fin du 19e siècle et des début du 20e siècle comme un pionnier, et que dans l'esprit de l'art moderne, un pionnier est un rebelle. Un bon artiste ne peut être qu'un rebelle. On voit ça dans tous les films. Il n'y a pas un film américain où l'artiste qui est le héros soit un rebelle. L'artiste doit être un rebelle. Ingres était plutôt pépère, mais enfin, ça ne doit pas être un bon artiste. Donc, dans la conception moderne, l'artiste est rebelle. Et les artistes aujourd'hui se font leur renommée sur ce côté rebelle à la société. Apparemment rebelle, évidemment, parce qu'il faut bien vendre quand même. Et comme Labrouste n'était pas un rebelle, mais comme c'était un pionnier, il fallait en faire un rebelle. Donc, ces biographes ont inventé que c'était un rebelle. Donc, on a dit que sa restauration du temple de Paestum, des temples de Paestum, qu'il avait abusé de la polychromie, qui était à la mode à l'époque. J'ai pas le temps de... Polychromie, ça veut dire plusieurs couleurs. Et que l'Institut, l'Académie, lui avait reproché son abus de la polychromie, parce qu'il fallait inventer un mythe, parce que un pionnier, un architecte important ne peut être qu'un pionnier, et qu'un pionnier ne peut être qu'un rebelle. J'ai bien étudié ce phénomène de la généalogie de l'artiste moderne, enfin chez les architectes en tout cas. Donc, c'était totalement faux. J'ai dépouillé les rapports, la version qui est à Rome, la version qui est à l'École des Beaux-Arts, la version qui est aux Archives nationales. Il n'y a pas un mot sur la polychromie dans le rapport. Je n'ai pas le temps de vous dire pourquoi, mais il n'y en a pas un. Voilà comment on construit des mythes. Alors, il dure encore, je trouve encore sous la plume de collègues, ce mythe, parce que quand les mythes sont beaux, ils sont indestructibles. Alors, on va voir les envois de Rome de plus en plus beaux. Ici, on arrive... les propylées de boîte en 1867, c'est un monsieur, ils ne sont pas mis en boîte. Les propylées de Lambert en 1878, ça devient un peu impressionniste, évanescent. Vous voyez, la matière architecturale se fond, il y a des processions, des personnages. Alors on fait arriver la couleur, on fait arriver le ciel, on fait arriver les personnages. Alors c'est de plus en plus beau, mais ça n'a plus de rapport avec quoi que ce soit, c'est un exercice en soi, si vous voulez. C'est un exercice de rendu pour séduire les salonnards. Ça, c'est Épidore de Phrases, 1891. Oui, c'est habile, là, il n'y a rien à dire. J'aimerais faire de l'aquarelle, passer l'aquarelle comme ça, je vous le dis franchement. Ça, c'est l'Ovio, le Parthénon, la statue d'Athéna. L'entablement du Parthénon, toujours de l'Ovio, 1879-1880. Éleusis de Blavette, 1884-1885, et puis basculement au début du Josely, semi-basculement, je dirais. Basculement parce qu'on va passer dans l'urbain. C'est une ville, c'est plus un monument. Donc les architectes commencent à s'intéresser à l'urbanisme. Moyennant quoi, il y a toujours cette habileté extraordinaire. Alors, il faut quand même vous dire que ce dessin mesure 15 cm de haut. C'est-à-dire ce que vous voyez fait 15 cm sur 30. L'original, c'est tout un déroulé qui fait 2 mètres de long, donc c'est un dessin qui est haut comme ça. Lui aussi supporte bien l'agrandissement. Alors, on pourra toujours critiquer les Grands Prix de Rome, ils savaient dessiner. On aurait beaucoup à leur envier. Alors, je ne résiste pas au plaisir de ces petites scènes dans la vie pompéienne. Bon, c'est Hollywood. Hollywood a fait exactement la même chose. D'ailleurs, je pense que les Américains qui connaissaient très bien les prix de Rome... J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que les Américains aimaient les prix de Rome, aimaient les beaux-arts, parce que beaucoup d'architectes américains sont venus finir leurs études à Paris, ont construit énormément d'édifices importants de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, notamment tous les bâtiments néo-grecs que l'on voit aux États-Unis, et c'en est peuplé, notamment les banques. Les banques sont néo-grecques aux États-Unis, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Donc on fait leurs études aux États-Unis, donc il y a une très forte... un historien d'art américain qui s'intéresse à l'architecture américaine ne peut pas méconnaître le système des beaux-arts, et comme les Américains ont moins de préjugés que nous, en tout cas dans ce domaine, qui n'avaient pas de mépris a priori pour l'école des beaux-arts, qui regardaient comme c'était, ils se sont dit que les beaux-arts c'était finalement pas mal, ce qui fait que tous les premiers livres des années 70-80 ont été écrits par Drexler, Watkin, ainsi de suite, Levine, David Zanton, donc tout un tas d'Américains qui passe encore assez souvent à Paris, que l'on voit passer à Paris. David Van Zanten sera à Paris la semaine prochaine. Voilà les beaux dessins de Josely. Avec le forum, vous voyez, un plan urbain. Alors on change, on va basculer dans l'urbain. Je pense que d'ailleurs je m'arrêterai sur ces remarques
Et je voulais faire quelques remarques un peu grinçantes sur l'histoire de l'architecture depuis 68. Enfin, je pense que je vous laisserai aller déjeuner, que ça ne vous privera pas. Je pense que mes allusions ont été suffisamment nombreuses et de mauvais goût. Donc, on passe dans l'urbain avec un envoi d'un architecte qui s'appelle Bonnet en 1911, Prienne, fouillé par les Allemands, donc une vue restituée. Bon, excusez-moi, je vous présente un négatif, parce que, bon, c'était à l'époque où j'ai pris cette photo, j'étais un jeune enseignant désargenté, et la couleur était plus chère que le noir et blanc. Donc, c'est une vue d'avion. Alors, ce qui est important surtout, c'est que les architectes s'intéressent à la ville. C'est la naissance de l'urbanisme, de Prost, d'Agache, de Grébert, de Tony Garnier, dont je vais parler, de Le Corbusier, même si lui se considérait à part. Je n'ai pas le temps de vous dire qu'il était pareil, et que son voyage en Orient de 1911, il est dans les pas de tous les grands prix de Rome. Quand j'ai dit ça un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, devant le club des fans de Le Corbusier, que le voyage de 1911 de Le Corbusier était pas à pas, objet visité, remarque dans son carnet de voyage exactement semblable à du Pierre Loti ou à des voyages d'envoi de Rome, donc tout ce que détestait Le Corbusier. La salle a eu un haut-le-cœur, mais je n'y peux rien, c'est la stricte vérité, enfin la stricte vérité, non, c'est la petite vérité, la modeste vérité de l'historien. Bon, enfin, c'est quand même basé sur des... J'ai lu le journal et j'ai lu Pierre Loti, comme j'ai lu les deux, je peux faire le rapprochement. Donc on passe dans l'urbain. Alors Hulot aussi, alors ce sont des inconnus, mais des gens importants sans qu'ils le sachent, sans qu'ils l'aient compris peut-être. Hein. Hulot, Célinonte, restitue la ville grecque de Célinonte. Alors ce que je dis de remarquable aussi, c'est que la restitution de Célinonte a été confirmée par les fouilles postérieures, parce que quand il dessine ça, il n'y a que les temples. Hein. La ville, il l'invente. Hein. Et à mon avis, il l'invente bien parce qu'il travaille dans un couple architecte-archéologue qui font scène affirmée. Il travaille avec certains Fougères, qui a écrit des très belles choses sur les travaux de Hulot. Donc c'est un couple architecte-archéologue qui a très bien fonctionné, fin 19e, début 20e, et qui a donné ce bon résultat. Et là, c'est une de mes dernières images. Alors celle-là, regardez-la bien, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont déjà vu les dessins de Jean-Claude Golvin. Donc architecte-archéologue, qui fait énormément de publications sur l'Égypte, sur la Gaule, qui sont des vues restituées et vraiment, là, on est en 1800, je cherche la date, 1806, donc c'était un siècle, hein. Et vous mettez de... Alors c'est en couleur, moi c'est pareil, hein, j'ai la photo en noir et blanc, excusez-moi, je suis un gagne petit. Mais c'est vraiment du Golvin. Alors je pense que Golvin quand même n'est pas un naïf. Je pense que Golvin connaît ses dessins. Donc c'est quand même, ces gens-là ont aussi inventé la bande dessinée, ont aussi inventé en quelque sorte les dessins qui meublent maintenant des publications de vulgarisation scientifique, je dirais. Il n'y a aucun mépris hein, quand je dis vulgarisation. Voilà donc ce très beau dessin de Monsieur Hulot. Et puis je vais terminer donc sur Tony Garnier. Alors Tony Garnier, on lui demandait en première année un détail de monument antique et il envoie ça. Évidemment, choc de l'Institut qui s'attendait à voir un détail de chapiteau au fusain et qui voit un plan de ville industrielle. Alors, les membres de l'Institut... alors, il y a deux versions de cette histoire. Il y a la version officielle. Les membres de l'Institut sont des cons. C'est la version officielle. Deuxième version, les membres de l'Institut ne sont pas cons du tout. Ils ont un règlement qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils sont payés pour ça. Ils notent que cette espèce de ville industrielle qui ressemble à Saint-Étienne, lui, ils trouvent. Alors, c'est vrai que Tony Garnier était lyonnais et connaissait Saint-Étienne. Donc, il y a un peu de Saint-Étienne. Ils n'avaient pas tort. Hein. C'est un petit côté Saint-Étienne, hein, cette ville industrielle. Je ne sais plus si l'image... Voilà, vous voyez, hein, Tony Garnier, son envoi de Rome de première année. Mais ils se disent n'importe comment, monsieur Tony Garnier a le droit d'aimer les villes industrielles, mais le règlement dit un chapiteau antique. Donc, alors, pourquoi Tony Garnier a-t-il fait ça Alors, il a écrit en travers de son dessin « L'Antiquité est fausse ». Bon, ça coûte pas cher d'écrire ça. Ça coûte d'autant moins cher que Tony Garnier, une fois qu'il est rentré à Lyon, a passé sa vie à faire des maisons néo-romaines. La spécialité de Tony Garnier à Lyon et dans son environs, c'est la maison à patio. C'est quoi la maison à patio? C'est la maison à atrium toscan, dans le langage de Vitruve. Donc, Tony Garnier avait une admiration folle pour l'Antiquité. Et l'Antiquité fausse, à mon avis,
c'est une plaisanterie c'est une plaisanterie de potache. Alors Tony Garnier était un plaisantin, ça on le sait. Je connais bien Tony Garnier, c'était un plaisantin. Donc je pense qu'il a voulu s'amuser et effectivement, il a réussi au-delà de ses espoirs. Donc avec cette cité industrielle qu'il a publiée après pendant la guerre 14, cette ville, c'est devenu la célèbre cité industrielle de Tony Garnier. La publication, c'est 1917, hein, si je ne me trompe pas, ou 19, excusez-moi. Le XXe siècle n'est pas ma spécialité. Ah ben voilà, j'avais cru oublier de mettre cette image, je l'ai mis, vous voyez, Tony Garnier est représenté par ses collègues de l'Académie, c'est des caricatures qui sont conservées à l'Académie. Donc comme c'était l'époque où on faisait les marais-pontins et que Tony Garnier avait la manie du parcellaire, du découpage, enfin du moderne, quoi, la conception moderne de l'urbanisme, on met Tony Garnier avec sa grande barbe. Alors il a une barbe tellement longue dans les caricatures qu'il se marche dessus. Bon, il y a des choses beaucoup plus salées que je ne vous raconterai pas ici, même s'il n'y a pas d'enfants dans la salle. Mais donc voilà la caricature. Ici, c'est un autre qui est Paul Bigot qui lui restaurait le Circus Maximus. Donc on voit dans un cirque. Voilà, c'est l'art de la caricature à la fin du 19e siècle. Alors Tony Garnier, quand même, l'Académie lui a rappelé, Monsieur Tony Garnier, si vous voulez avoir les honneurs qui vous seront rendus à Paris du retour en France d'un Grand Prix de Rome. Alors quand même, Tony Garnier, il était socialiste, mais quand même, il fallait bien vivre. Donc il est rentré à Lyon, il a copiné avec le maire, Édouard Herriot d'ailleurs. Bon, ils étaient de la même couleur politique ou à peu près, donc ça n'allait pas si mal que ça. Il a quand même beaucoup construit à Lyon, le stade, les abattoirs, ainsi de suite. Donc quand même, Tony Garnier s'est dit, il faudra peut-être que je sois un petit peu sérieux. Alors, moyennant quoi, il a lancé une sorte de défi à l'Académie. Il a restauré une ville dont il ne restait plus rien. Parce qu'en général, on prenait comme un petit caillou pour essayer de broder autour d'un caillou, mais là, il ne restait rien. Et si on va aujourd'hui sur le site de Tusculum, à côté de Frascati, on voit un théâtre qui a été fouillé au XIXe siècle et sur lequel fouillent actuellement les archéologues espagnols. Alors donc, il a restauré Tusculum, et c'est un très beau dessin, vous voyez, vue générale de l'acropole. Alors, il a fait un plan coupé au niveau du rez-de-chaussée alors qu'il n'y avait rien. C'est totalement inventé. Alors là, il y a un peu de Pompéi, un peu de Délos, parce qu'on avait commencé à fouiller à Délos. Donc il y a un peu de Délos. Mais c'est parfaitement vraisemblable. C'est-à-dire qu'on montrerait ça à quelqu'un qui n'est pas informé en disant que c'est le relevé archéologique des ruines de Tusculum. Là, vous le vendez ça facile. Vous gagnez un pari, là, hein, avec ça. Hein. Mais c'est entièrement inventé par Tony Garnier, donc, qui était rebelle, mais doué. Voilà, alors c'est même très enlevé, hein, c'est pas le dessin léché, vous voyez, du début du 19e siècle. Tony Garnier est à la fois social, pas si mauvais constructeur que ça, même si son béton est un peu brut et vieillit mal. C'est vraiment un artiste, hein, je vous montre pas ses aquarelles ou ses gouaches, elles sont très très belles. Voilà. Donc, je pense qu'il est 25, hein, que j'ai atteint ma limite. Voilà, je vous remercie.